j'étais sex addict. Je rentrais avec une fille différente tous les soirs. J'avais 6 blondes en même temps. Est-ce que tu vois que les gens respectent que tu fasses de OnlyFans ou tu sens plus qu'ils jugent? Le jugement d'autrui, je m'en fous. Quand tu dis que tes amis sont dehors de l'industrie, c'est une raison. C'est un milieu qui est quand même assez toxique, il y a toujours beaucoup de drama. Pour les femmes qui font du OnlyFans, beaucoup de femmes qui disent aimer ça. Alors oui et non. Il y a les deux profils. Il y a des filles qui font du OnlyFans, elles font pas d'argent avec leur OnlyFans, et si elles font du OnlyFans, c'est vraiment genre juste parce qu'elles aiment faire ça. Elles aiment l'attention, elles aiment le sexe aussi. Elle est passée dans le podcast, elle était emprisonnière de OnlyFans. Comment ça, être prisonnier? Il y a rien qui empêche quelqu'un qui se sent dans cette situation de supprimer son compte Instagram, supprimer son compte OnlyFans et d'aller travailler au IGA. Mais quand même, bro, t'as ces vidéos-là en ligne. Moi, j'avais déjà avec une fille qui faisait du OnlyFans. Là, c'est ça, c'est le moment qu'on coupe. Ah merde, ok, attends, juste par curiosité. Putain. What's up tout le monde, ici Baron et Yatako pour un autre épisode avec un invité. Aujourd'hui, c'est un invité très spécial dans un sens qui fait Il fait un métier pas comme les autres. On a reçu J-Shot. Vous savez sûrement c'est qui. Si vous ne savez pas c'est qui, vous allez le découvrir aujourd'hui dans le podcast. On a parlé de son enfance. On a parlé de son problème. En fait, on a parlé de son addiction au sexe. Comment il a su... C'est une addiction qu'il a su quand même monétiser plus tard dans sa vie, mais il y a eu des problèmes de sexe, comme c'est un malade. Là. Ensuite de ça, on a parlé de l'intimidation qu'il a vécue quand il était plus jeune, quel effet ça lui a fait dans sa vie. On a parlé aussi de comment il est parti de la France, il est arrivé ici au Canada, on a parlé de ses débuts. On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de sa vie privée, de sa vie amoureuse. Vous allez entendre dans ce podcast-là des choses qu'il n'a jamais dit dans d'autres podcasts parce qu'à chaque fois qu'il va dans des podcasts, il se répète. Ben pas il se répète, malheureusement. Puis là, je ne veux pas envoyer des shots au podcast, là, mais je veux dire, comme tous les podcasts leur posent la même question. On connaît tous de J-Shot, mais dans ce podcast ici, vous allez savoir une autre façade de J-Shot. Merci beaucoup. Peace out. Guys, avant de commencer l'épisode, je veux dire un gros merci à Pizza Salvatore, à Shop Santé. Vous savez déjà, Shop Santé, si vous avez une commande à faire en ligne, utilisez mon code BY10 pour un 10% de rabais. Si jamais tu veux te cheater avec une bonne pizza un dimanche en écoutant le podcast, tu vas sur www.salvatore.com. Tu commandes ta pizza, les promos sont insane sur le site. Tu commandes directement du site. Commande pas des autres plateformes qui te font la livraison, ils vont te charger une tonne d'argent. En plus, il faut que tu types. Donc, commande. T'es mieux. Ben, il faut que tu types aussi quand tu commandes en ligne, mais c'est moins pire. Donc, guys, sur www.salvatore.com. Première des choses, c'est quoi ton prénom? Parce que moi, je te connais comme J-Shot. Donc, ton nom, c'est... Jérémy. Jérémy. Ouais. OK, good. Puis, comment a été ton week-end passé? Mon week-end passé, j'avais la fête d'un ami à moi en club. OK. Je l'ai rejoint là-bas. J7. OK, J7. Très bon MC de Montréal. Shout-out à J7. Du coup, ça, on a fait sa fête. Après, j'avais un tournage aussi samedi, avant ça, avec une modèle qui venait de Québec. OK. Voilà. Puis pour les gens qui sont sûrement, si vous le connaissez, quand je dis contenu pour adultes, c'est OnlyFans. Seulement OnlyFans, ouais. Seulement OnlyFans, puis ça fait combien de temps? 7 ans, t'as dit? Alors, avant, j'étais dans d'autres milieux liés à l'industrie pour adultes, on va dire. Okay. Et on va dire sur OnlyFans seulement, je suis à temps plein sur OnlyFans depuis 3 ans, ouais. 3 ans. Puis comment les gens réagissent quand ils te demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie? On va dire... Attends, je veux savoir qu'est-ce que tu leur dis, puis comment ils réagissent. Alors, pour des gens qui sont dans l'industrie ou pour des gens random? Comme ça, mettons, pas qu'ils te connaissent aucunement, okay. Qu'ils savent pas qu'est-ce que tu fais dans la vie. Généralement, ça, j'ai vraiment du mal avec ça, mais quand je présente et dès que je dis ça, en fait, ça devient automatiquement le sujet principal de discussion de la soirée, on va dire, par exemple. Ça me met dans un chilling avec du monde que tu connais pas, tu vois, la personne demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Souvent, même moi, je squeeze cette question-là parce que je sais que si jamais je commence à en parler et que je commence à dire qu'est-ce que je fais dans la vie, ça va devenir automatiquement le sujet de discussion numéro 1 de la soirée. Et les gens,
vont être tout de suite très intéressés et vont me poser beaucoup de questions qui sont quasiment toujours les mêmes au final. Donc, des fois, ouais, je le dis même pas. Quand je suis dans un contexte plus social et privé, je le dis pas forcément la job que je fais dans la vie. Et après, avec le temps, les gens le découvrent. Ou sinon, je dis juste, ouais, je travaille sur les réseaux sociaux. Point. Mais c'est sûr que quand je dis que oui, je suis créateur de contenu pour adultes sur OnlyFans, c'est sûr que ça attire beaucoup l'attention et ça devient très rapidement un sujet de discussion clivant qui amène du débat et qui amène aussi beaucoup de curiosité de la part des personnes qui me posent la question. Puis, justement, est-ce que, comme tu dis, tu le dis pas tu dis pas ça parce que tu sais que ça va créer comme la curiosité des gens? Ça, c'est que des fois, on va dire, je suis invité par des amis à moi dans un party, mais ces amis à moi qui sont pas du tout dans l'industrie m'invitent à un party, j'y vais, leurs amis me connaissent pas, et puis s'ils me connaissent, ils me connaissent déjà, on va dire, ils savent déjà qui je suis, mais pour ceux qui me connaissent pas, je sais si jamais que j'amène ça sur la table, ça devient automatiquement le sujet de discussion numéro 1 de la soirée, ouais. Puis, justement, tes amis que tu as en dehors de cette plateforme-là, de cet environnement-là, comment qu'ils voient ça? Faut savoir un truc, c'est que je suis très sélectif sur mes amis. Moi, il faut savoir que j'ai passé beaucoup de temps en Europe de l'Est, où l'amitié est un mot très fort. Et avant de dire que tu es ami avec quelqu'un, ça demande vraiment d'avoir une pleine confiance en lui. Et c'est pas juste, oh, je t'ai vu dans... C'est quelque chose, par exemple, à Montréal, que les gens font beaucoup, c'est... T'as vu quelqu'un 2 fois en soirée, et après, quand tu vas parler de cette personne-là, tu dis « Ah ouais, c'est mon bon chum ». Mais si jamais tu demandes au gars en face, non, cette personne-là, je l'ai vue juste 2 fois en soirée, là. C'est pas mon ami comme ça. Moi, au niveau de mes relations amicales, avant de considérer quelqu'un comme un ami et vraiment de l'appeler comme un ami, c'est qu'on a vraiment développé une relation de confiance sur le long terme, tu vois. Après 1 an, on va dire, de connaissance, tu vois. Donc, finalement, j'avais pas tant que ça, des amis, là. Et mes amis proches, c'est du monde qui sont en dehors de l'industrie. C'est-à-dire que c'est du monde qui m'ont rencontré soit avant que je perce, on va dire, quand j'étais en développement, avant que je sois connu là-dedans. Ou c'est pareil, c'est du monde qui m'ont rencontré dans un contexte complètement différent et qui, entre guillemets, peu importe la job que je fais, s'ils sont amis avec moi, c'est pas pour la job que je fais. C'est pour moi. OK. Justement. Puis, quand tu dis, mettons, que tes amis sont dehors de l'industrie, y a-t-il une raison pourquoi... Est-ce que ça clique moins avec les gens de l'industrie ou alors, c'est juste j'ai aussi beaucoup d'amis qui sont dans l'industrie, mais on va dire de manière générale, c'est que c'est un milieu qui est quand même assez toxique, il y a toujours beaucoup de drama, et c'est pas forcément avec ce genre de personnes-là que je vais chill, que je vais être chill, on va dire. Okay. Moi, j'aime bien avoir... ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dehors des réseaux sociaux, dans ma vraie vie personnelle, je suis quelqu'un d'assez posé. Je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup le party, forcément. Okay. Donc, je suis quelqu'un d'assez chill et j'aime quand le monde avec qui je vais chiller, ils sont sur la même longueur d'onde que moi, on va dire. Puis quand tu disais que c'était l'amitié en Europe de l'Est, en Europe, c'est différent. Parce qu'ici, tu dis après 2-3... T'as rencontré la personne. Ouais, puis là, c'est mon boy. Là, ouais, ça, c'est mon boy. Ça, c'est un truc que je suis toujours surpris. Il y a souvent des filles que je connais ou du monde, du monde de l'industrie qui viennent me texter en mode « Oh yo, j'ai rencontré ce gars-là, il m'a dit que c'était ton bon ami. » Genre, il m'a dit qu'il te connaissait super bien, que t'étais son ami, que t'étais son ami et tout. Je connaissais même pas le gars. Genre, il m'avait checké genre 1 fois en club et je m'en rappelle pas. Il m'avait demandé un selfie ou un truc comme ça. Mais c'est pour ça que des fois j'ai un peu de difficulté avec le terme d'amitié, la manière dont il est utilisé ici au Québec. Ok, je comprends. Puis en Europe, c'est quoi la différence que ça fait l'amitié en Europe et l'amitié ici au Québec ou en Amérique du Nord? Je pense que la loyauté est beaucoup plus développée au niveau de l'Europe. Après, pareil, je parle pour les pays dans lesquels moi j'ai vécu, c'est-à-dire République tchèque, Pologne, Ukraine, où justement il y a une notion, la valeur des relations est très importante, la valeur de la parole aussi. La parole d'un homme est quelque chose de très important. L'hypocrisie est quelque chose de très mal vu. Pareil, une des valeurs de base, c'est aussi le fait d'être humble. C'est des valeurs qui sont très différentes du nord-américain. C'est très différent des valeurs nord-américaines, on va dire, qui sont beaucoup plus ouvertes à l'amitié, ouvertes à parler de soi. On est un peu plus renfermé là-dessus et du coup, on passe plus de temps à développer les relations. Je comprends. En fait, qu'est-ce que je comprends, c'est que en Europe, c'est pas comme ici. Mettons, toi que t'as vécu en Europe, puis les gens ici au Québec, on va dire, parce qu'on est au Québec, ils souffrent plus, puis ils parlent plus d'eux. C'est ça que tu veux dire? Je sens ils parlent de leurs problèmes. Pas forcément parler plus d'eux, mais c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus...
Ouvert de manière générale au niveau relation. C'est-à-dire que c'est très rapide avant d'appeler quelqu'un son frère, on va dire, ou d'appeler son ami. Ou pareil, beaucoup de gens se présentent par leur passion plus que par leur travail. Beaucoup de personnes font ce qu'ils appellent je manifeste mon argent, je manifeste ma réussite. C'est quelque chose qu'on fait pas du tout en Europe, que moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. La mentalité du fake it until you make it, j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais après je sais que c'est culturellement c'est habituel pour l'Amérique du Nord, donc il faut s'adapter aussi. Non, mais je comprends tout à fait. Je peux comprendre en fait le fake it till you make it. J'ai jamais habité en Europe, mais ce que je vois ici au Québec, étant même moi, j'ai grandi au Québec aussi, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de fake it till you make it. Il y en a comme en centaines, puis dans tous les milieux, que ce soit podcast, artistes. Non, c'est global, c'est global. Mais je comprends. Puis les gens, quand tu dis que tu fais la production de films adultes. Tu peux appeler ça de la porn. Hein. Ouais, mais la porno, là, je veux dire. C'est juste de trouver un mot autre que porno parce que c'est pas à cause que je voulais pas dire porno. C'est bipé sur YouTube. Non, même pas. Je sais pas, bro. Je pense que peut-être parce que si on va se faire démonétiser, mais anyway. On va se faire démonétiser, c'est bon. C'est pas bien grave, man. Merci aux sponsors. Même si on sponsor que c'est ça. Fait que je pense même qu'ils vont partir. Il y aura plus de sponsors après cet épisode. Après l'épisode, les débuts de privé, bye les sponsorships. Non, mais est-ce que en général, toi, est-ce que tu vois que les gens respectent que tu fasses de OnlyFans ou tu sens plus qu'ils jugent? C'est sûr qu'il y a toujours une part de jugement, mais généralement, encore une fois, le jugement d'autrui, je m'en fous. Le regard des autres, le regard, je m'expose volontairement beaucoup et je me tourne souvent moi-même au ridicule. Je me crée des personnages, je fais beaucoup de scénarios. J'ai pas peur du ridicule, ça me touche pas. Moi, ce qui me compte, pour moi, c'est le jugement de mes amis proches, de ma famille, c'est de mes amis proches, quoi, de mon entourage proche. Le reste, je m'en fous de votre avis. J'ai beaucoup de personnes, c'est qu'est-ce que le monde va penser de moi si je fais ça, hein. On s'en fout de qu'est-ce que le monde va penser. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que les personnes avec qui tu partages ta vie vont penser de toi. Et à ce niveau-là, pareil, je suis quelqu'un quand même de très réel dans ce que je dis ou dans ce que je fais. Et ils acceptent ça. C'est-à-dire que, pareil, peu importe la job que je fais, au final, je reste la même personne au fond de moi. Et c'est ça que mon entourage proche aime de moi. OK. Je comprends. Donc, l'entourage qui est alentour de toi, il respecte, je veux dire, ça reste tes amis que tu as choisis. C'est ça. Donc, ils respectent là. OK, je comprends. Sinon, avant que tu fasses, mettons, ce type de contenu-là à AOF, c'était quoi un peu plus ton parcours, là? Parce que, tu sais, oui, on te connaît par le gars qui fait des vidéos au le téléphone rose, Pink Phone. Mais, tu sais, je veux dire, derrière ça, tu as sûrement une autre histoire, là. Alors, au niveau de mon parcours, en fait, ce qui est assez amusant, c'est que tout mon parcours est un peu lié à ça aussi. Okay. Parce que j'ai toujours étudié et travaillé dans des milieux liés à la communication et au marketing digital. Okay. Mais j'ai fait mes études là-dedans. Après, j'ai fait des études aussi dans la photo et dans la vidéo. Donc, au final, tout ce que j'ai toujours fait dans ma vie, c'était un peu lié à là où j'en suis maintenant. Même dans mon parcours, dans ma carrière, on va dire, dans les différents travaux que j'ai fait, j'étais toujours lié plutôt au travail destiné l'industrie pour adultes. Okay. Donc au final, c'est quand même assez. Mon CV est quand même assez cohérent au final. Parce que j'ai mes premières études, j'ai fait un bac STMG pour les gens qui connaissent. C'est quoi? Alors moi, j'ai grandi à Paris, okay. En région parisienne, on va dire, en banlieue de Paris. Un bac STMG, c'est société technique. En gros, c'est. Je me rappelle même plus du terme exact. Sciences technologique, du management et de la gestion. Okay. Et moi, c'était option marketing. Et ça, c'est dès très jeune, en gros. Dès très jeune, j'ai dirigé mes études vers du marketing et de la communication. Porno? Non, c'était global. Okay, je te parle équivalent secondaire. Okay. C'est comme tu pourrais choisir, je sais pas, tu te diriges plutôt vers quelque chose lié aux mathématiques, plutôt vers quelque chose lié aux langues, tu vois. Moi, j'ai toujours été dirigé vers la communication et le marketing. OK, man, c'est quand même nice, man, à cet âge-là, de savoir où on s'en Déjà, moi, dès mes 15-16 ans, ça, c'est assez amusant. Quand on est jeune, tu dis souvent à tes amis, ouais, moi, plus tard, je vais être acteur porno. Mais tu dis ça pour rigoler, tu vois. Ouais. Moi, j'ai ça à mes amis, j'étais dead à sérieux, là. Ah ouais. J'étais sérieux à ce fait quand je leur disais ça.
Et finalement, c'est ce que j'ai fait. Puis c'est quoi, en fait, pourquoi tu avais cette. Parce que, ouais, je sais pas, sûrement que moi, j'ai sûrement dit à un moment donné, yo, je veux coucher avec des femmes, tout ça. Je pense que quand t'es jeune, ado plus, là, c'est sûr. C'est genre avec les hormones et tout sûr. ça. Mais c'est quoi, toi, le déclic? Tu dis, OK, je veux faire ça. Bah moi, en fait, c'était pas vraiment juste dans la partie. Comment dire? C'est pas juste dans la partie acteur et dans le fait de fourrer les filles, on va dire. Okay. C'était plus dans le sens vraiment production, image, production vidéo. Comme je dis, j'ai toujours été très attiré par tout ce qui était lié au métier de l'image, au métier du communication et du marketing, au métier de production cinéma. Je fais des vidéos sur mon laptop depuis mes 13 ans, depuis que j'ai le premier Windows Movie Maker le plus éclaté. J'étais déjà en train de faire des vidéos YouTube à l'époque, genre en 2012, en 2013 là. Je faisais déjà des vidéos sur YouTube, des vieux trucs pourris évidemment. Wow. Mais j'ai toujours été très attiré par justement la création de contenu en fait. Okay. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup parlé et dans lequel j'ai été très, très actif. Pareil, quand j'étais tout jeune, là je parle de 9 ans, j'étais déjà le genre de gars qui était fan d'appareils photo et de faire des photos à 9 ans. Okay. Donc entre guillemets, le milieu de l'image, c'est ta passion déjà. C'est ma passion de base. Ça, c'est une passion vraiment de base et que j'ai en moi avant même d'avoir des hormones et de la libido, tu vois. Okay. Donc dans tous les cas, c'est sûr que j'allais me diriger vers quelque chose lié au métier de l'image, au métier de la production vidéo ou au métier, on va dire, multimédia, on va dire. Ouais, multimédia, création de contenu. Création de contenu. Puis, OK, je comprends, mais j'essaie de voir, y a-t-il quelque chose que tu as écouté comme dire, OK, ben, je vais m'aligner vers faire de la porno parce que, tu sais, les créations de contenu, tu peux quand même en faire sans toucher à ça. Mm-hmm. Bah alors, c'est pareil, quand j'étais plus jeune, étonnamment, j'étais très intrigué, très, passionné par justement les interviews que je voyais, mais pas forcément des acteurs, plus des producteurs de porn. Comme justement les documentaires ou les interviews qu'avaient pu faire Manuel Ferrara, Rocco Siffredi, Jean-Marie Corda, qui sont des acteurs porno français, Okay. que je suivais de très proche, mais vraiment genre de très proche dans le sens, genre j'écoutais toutes les interviews, ouais. Premier degré, très sérieusement. Et à l'époque, il n'y avait pas trop de podcasts, du coup, pareil, c'est du contenu que je vais aller chercher. Moi, j'ai appris l'anglais aussi un petit peu grâce à ça, Okay. en suivant ça. Après, j'ai pas une personne en particulier qui a été ma source d'inspiration, on va dire, mais c'est juste un milieu qui m'attirait, même quand j'avais moins de 18 ans, tu vois. Okay. Après, évidemment, j'ai pas commencé avant mes 18 ans, dans ce milieu-là, mais ça m'attirait depuis très jeune. Et du coup, évidemment, en grandissant, je me suis quand même assez vite dirigé vers les milieux destinés, les industries pour adultes, on va dire. Okay. Industries pour adultes. Toutes les industries pour adultes, que ce soit tout ce qui est, on va dire, lié aussi aux événements, au milieu des sextoys, au milieu aussi de la santé sexuelle, sexologue. À un moment, j'ai pensé devenir sexologue. Tous les métiers liés, on va dire, au sexe de manière générale. Je comprends. Puis est-ce que cette direction-là, c'est une direction que peut-être t'as pris? Est-ce qu'au secondaire, t'étais-tu... comment je pourrais dire en français? Ben, en français, tu poignais avec les femmes. Là. Est-ce que t'avais-tu genre... est-ce que les femmes étaient attirées vers toi? Alors, est-ce que c'est facile oui, en pour vrai, toi? j'ai toujours eu quand même pas mal de facilité, on va dire, Okay. facilité à ce niveau-là. Après, c'était pas tant forcément de la facilité, on va dire, sexuelle, c'est plutôt de la facilité, on va dire, au niveau on va dire, amical. Au niveau, tu faisais tout le temps en friend zone? Hein? Tu faisais tout le temps en friend zone? On va dire ça, oui. Bah, on va dire, non, c'était... Oui, on peut appeler ça la friend zone, ouais. Mais après, pareil, j'étais pas forcément intéressé par avoir de la relation amoureuse avec elle. C'est juste, j'ai toujours été entouré de femmes, on va dire. Pareil, j'ai plusieurs petites sœurs aussi. J'ai l'habitude d'être entouré de femmes et c'est quelque chose qui me convient. Ouais, moi, avec, j'aime ça avoir la présence féminine autour de soi. Exact, ouais. C'est et des amis féminines aussi, j'en ai toujours beaucoup eu, on va dire. Donc, mais moi, ça marche pas, c'est ça le problème. Mais ça, on va dire, j'ai toujours eu justement de la facilité à avoir un entourage plutôt féminin. OK. Donc, de base aussi, ça correspond assez bien avec ce que je fais maintenant. Et au final, pareil, c'est les gens apprécient ma présence et les femmes apprécient ma présence de manière générale parce que je sais bien me comporter avec les femmes aussi, justement à ce niveau-là. Puis, c'est ça, au niveau des femmes, là, exemple, quand tu dis que les femmes aiment ta présence, qu'est-ce que tu fais pour que les femmes aiment ta présence en tant que... C'est plutôt juste ma personnalité de manière globale. Yeah. Je pense que, comme je dis, je suis quelqu'un quand même d'assez chill dans la vie de tous les jours. Et puis pareil,
maintenant, ça fait quand même longtemps que je travaille dans ce milieu-là, donc je comprends bien, ce qu'elles veulent ou comment elles fonctionnent. C'est un peu bizarre dit comme ça. Ouais, je comprends. Donc ouais, je pense que c'est surtout en fait une histoire de respect, en fait, tout simplement. Puis, si tu compares, toi, exemple, à l'âge de 15, 16, 17, 18, t'as quel âge maintenant? J'ai 25 ans. À 25? Crème, man. T'es quand même jeune. Je pensais que t'étais plus vieux que ça. Tout le monde pense que je suis plus vieux. Ah ouais, hein? Mais j'ai commencé à vivre seul très jeune, en fait. Je suis parti de chez mes parents quand même assez jeune. Donc, ça m'a fait prendre beaucoup en maturité très rapidement. T'es parti à quel âge? On va dire, je vivais seul à partir de mes 17 ans. 17 ans, je vivais déjà seul, on va dire. Et y a-tu une raison pourquoi t'es parti autant de bonheur? Besoin de liberté, je dirais. Ah ouais? Tes parents étaient parents poules, trop protecteurs ou... Pas trop, non, à ce niveau-là, pas trop parents poule, mais c'est moi, à l'époque, j'étais un petit Chris, ouais, j'étais rock'n'roll. Donc, pareil, à l'époque, j'avais besoin de vivre de mon propre côté, on va dire. Okay. Dans quel sens? Dans le sens, j'avais besoin de liberté, j'avais besoin de... Explorer comme des... d'explorer. Pareil, vu ce qui m'intéresse dans la vie, j'ai toujours été quelqu'un de très curieux, à vouloir faire beaucoup de nouvelles expériences. J'ai travaillé dans plein de domaines très particuliers, je sortais beaucoup. Donc, pareil, c'est pas des modes de vie qui sont très adaptés à vivre avec ses parents jusqu'à 22 ans, on va dire. Donc ça, j'ai eu besoin très rapidement de prendre mon indépendance. Puis à 18 ans, on va parler, mettons, quand tu es rendu à 18 ans, à 18 ans, tu étais rendu où, plus ou moins? Bah, à ce moment-là, je suis parti faire mes études en Chine. Okay. J'ai fait une partie de mes études en Chine, où pareil, du coup, ça a été mon premier voyage. Ça m'a vraiment donné le goût de vivre en dehors de la France où j'ai grandi. Donc ça a été... ou pareil, du coup, j'habitais chez l'habitant, dans une famille en Chine. Okay. Et c'est un voyage qui m'a beaucoup ouvert les yeux justement sur le fait que ce que je voulais faire dans ma vie, c'était justement beaucoup voyager. Et toute la suite, on va dire, du fait que quand j'étais jeune adulte, ça m'a beaucoup formé, ça m'a poussé vraiment à prendre beaucoup de risques et à prendre beaucoup d'initiatives au niveau voyage et au niveau justement être très actif et pas rester fixe dans sa vie. Je comprends. Puis quand tu dis ça t'a ouvert les yeux et tout ça, est-ce que ça, en voyageant, est-ce que je sais pas, quel était ton niveau de confiance quand tu étais avec tes parents, ton estime de soi et tout ça? À 18 ans, 18-19 ans, tu faisais pas encore des productions, là? Non, je sais pas encore, à cet âge-là, je n'étais pas encore producteur, on va dire. Okay. Mais tu faisais des films? Mes premiers films, ça date de l'âge de 19 ans, à peu près 19 ans et demi. Okay. Un peu avant mes 20 ans. Okay. Ça, c'est en République tchèque. Du coup, j'étais rentré en France, j'étais en République tchèque. Ouais, 19 ans et demi. Mais c'est sûr que, c'est une question qu'on me pose souvent, mais je le dis, oui, faire de la porno m'a permis de reprendre confiance en moi et de reprendre confiance en mon corps. Parce qu'à la base, quand j'étais à l'école, au secondaire, tout ça, moi, j'étais beaucoup bully quand j'étais plus jeune à l'école. Donc ouais, ça m'a vraiment beaucoup aidé à prendre confiance en moi et à me réaffirmer. Et maintenant, c'est sûr que arrivé à l'âge que je suis maintenant, j'ai une confiance en moi en béton armé, vraiment. Ah ouais? Genre, je suis inébranlable sur ma confiance en moi. Puis quand tu faisais bully, là, quand tu étais au secondaire? Ouais, primaire, secondaire, beaucoup. Quasiment tout le cursus, on va dire, avant mes 18 ans, quoi. Puis c'est pour quelle raison? J'étais obèse à l'époque, j'étais très gros. Ah ouais? Je faisais 120 kilos, ce qui équivaut à genre presque quasiment... je faisais genre 240 livres. Okay. Genre, vraiment, j'étais gros, là. Oh non, c'est moi avec, j'étais obèse quand j'étais au primaire. Et souvent, j'ai l'impression que c'est un peu rigolo parce que dans les personnes qui sont dans mon entourage et qui partent après sur des métiers d'image et sur des métiers liés, on va dire... qui demandent un peu d'exposition médiatique. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'anciens obèses. Ouais, il y en a beaucoup. Beaucoup, je sais pas s'il y en a beaucoup, là. Mais... Ouais, non, mais enfin, j'ai l'impression, souvent, j'ai discuté avec du monde et finalement, qui était d'anciens obèses. Oh. Mais bref, en gros, ouais, c'est la raison principale. OK, la raison principale. Puis est-ce que tu penses que ça fait en sorte que maintenant, puis je peux quand même, mais comment je peux inclure là-dedans, oui. Parce que quand, mettons, tu sais, moi, j'ai grandi... en étant obèse, niveau primaire, après ça au secondaire. Toi, ça a été jusqu'à la fin de ton secondaire? Moi, en fait, c'est quand j'ai commencé à voyager, j'ai perdu beaucoup de pois. OK, mais à la fin de ton secondaire, tu étais encore... Oh, j'étais encore gros, là. Mais pareil, avec le temps, plus le temps passait, en fait, quand j'étais adolescent, je me sentais très mal dans ma peau quand j'étais adolescent. Très mal dans ma peau. Et avec le temps, dépassé 18-19 ans, là, j'ai commencé à prendre vraiment pas mal confiance en moi.
au début, j'ai commencé à prendre confiance en moi grâce aux vêtements. Par la suite, j'ai eu une période aussi où j'ai fait beaucoup de tatouages et où j'étais plus justement, je me suis même lancé en tant que tatoueur pendant une période de ma vie. Du coup, pareil, ça m'a permis un peu de me réapproprier mon corps. Et puis maintenant, après, avec la porno, c'est un truc où t'es tout nu. Donc bon, évidemment, ça te demande forcément un peu de confiance dans ton corps, là. Et surtout dans tes capacités. Mais ouais, ça, du coup, ouais, ça, j'étais dès la petite enfance. Et du coup, c'est à partir à peu près fin d'adolescence, 18-19 ans, là, j'ai vraiment commencé à prendre vraiment confiance en moi. Puis, quand tu te faisais bully, tout ça, t'avais-tu des moments où tu étais vraiment... Ben, tu sais, parce que moi, je peux faire référence à ça, parce que moi aussi, quand je suis au primaire et au secondaire, maintenant, je me rends compte que j'étais pas... qu'il y avait des moments dans ce temps-là où je faisais peut-être de l'anxiété ou des trucs comme ça. Non, je faisais beaucoup d'anxiété avant aussi. Ah oui? Est-ce que tu étais conscient que tu faisais de l'anxiété à ce moment-là? J'avais pas conscience d'appeler ça de l'anxiété. Ouais. Ça, c'est des trucs que tu découvres plus tard. Ouais. C'est-à-dire que plus tard, quand tu découvres c'est quoi l'anxiété, tu te renseignes sur le sujet, tu fais... En fait, c'est exactement ça que j'avais quand j'étais jeune, là. Ouais. Mais pareil, l'adolescence, c'est une période compliquée, qui est une période de transition où t'as pas forcément les idées très claires, j'ai envie de te dire. Tu te laisses beaucoup guider par tes émotions sans vraiment en avoir le contrôle. Donc en fait, t'en as pas conscience que ton comportement n'est pas normal, entre guillemets. Et ça, tu t'en rends compte plus tard après. Tu t'en rends compte genre des années après où tu fais putain, merde, c'est ça que j'avais en fait quand j'étais plus jeune. Puis est-ce que tu penses que maintenant, ça, c'est genre... ça t'a forgé en tant que tel l'intimidation? Ça a fait de la personne que tu es? Énormément. Parce que justement, quand j'étais plus jeune... pareil, j'essayais de me faire remarquer, mais en fait, je le faisais mal. Du coup, en fait, ça a amené encore plus de bullying. Et en fait, avec le temps, ça m'a forcé à avoir en fait de la confiance en moi. Parce que quand tu te fais bully, t'es obligé de te retrouver avec de la confiance en soi. Parce que tu te retrouves tout seul. Et en fait, quand t'es au plus bas, niveau mental, le seul moyen de se remonter de ça, c'est de faire monter ton mindset et de passer sur quelque chose de plus positif. Et ouais, du coup, ça, de faire monter aussi ta confiance en toi. Puis le cheminement que tu as eu de ton mindset, de ton estime de soi, ça a été en fait tout au niveau, tu as dit en premier, tu as commencé, mettons, les voyages, tu as commencé à t'ouvrir l'esprit. Voyager, ouais. Ensuite de ça, tu as commencé à faire de la porn. Je sais pas si le timeline est vraiment bon. Mais y a-tu, à part les voyages, puis mettons que tu avais fait de la porn, que ça donnait la confiance en toi, d'autres choses que tu faisais qu'avant tu faisais pas, y a-tu comme des trucs de même? Je pense justement, il y a aussi la nightlife. Moi, j'ai toujours été très attiré par la nightlife quand j'étais plus jeune. OK. Et encore aujourd'hui, techniquement, je suis encore les deux pieds dedans, dans le monde de la nightlife. Et au final, quand j'étais plus jeune, pareil, c'est ça, j'ai commencé à voyager, ça m'a permis de découvrir de nouvelles cultures. Après, je me suis installé à l'étranger. J'étais prof au début. Ouais, c'est t'étais prof, c'est fou. Ouais, j'étais prof. Prof de quoi? Professeur de français et d'anglais dans une community school en Europe de l'Est, du coup, en République tchèque. OK. C'est ça. Puis, dans l'Undying Life, là, parce qu'on parlait justement avant de commencer le podcast, tu me disais aussi, j'expliquais un peu c'est quoi le concept du podcast. Ouais. Tu m'as parlé aussi, parce que si tu étais nécessairement, là, ça tombe bien, parce que je savais déjà que tu étais gros dans le sens, parce que j'avais déjà vu des photos de toi quelque part. Okay. Genre, je savais que t'avais... je sais que j'ai des haters, ils sont allés chercher des vieilles photos de moi sur Internet pour les reposter. Je sais pas, je pense que c'est toi. En tout cas, je sais pas qui a posté, mais je savais qu'il y avait un surplus de poids, whatever, ou peut-être en ligne. Anyways. Je sais que ça a été reposté, ouais. C'est truc de... Je m'en fous, c'est mon passé. Ouais, mais anyways. Moi, c'est pas très grave, moi, je le poste moi-même des fois. Rendu là, j'en ai rien à foutre. Mais parce qu'une traîne de dépendance, c'est comme... Tu sais, quand quelqu'un était gros... pour n'importe quelle personne, c'est tout le temps parce qu'on peut pas extérioriser nos émotions. So, j'imagine, je sais pas pour toi, est-ce que toi, y avait-tu ces émotions-là qui étaient refoulées en mangeant et tout ça? En fait, plus j'ai pris confiance en moi, plus j'ai perdu du poids en même temps. Ouais. Ça, en fait, et du coup, plus j'étais maigre, plus j'avais confiance en moi aussi. Ouais, c'est donc en fait, ça a été un cercle plutôt vertueux. Et puis pareil, j'habitais à l'étranger, à l'époque, ouais, comme j'ai expliqué, j'étais prof. Et j'ai commencé à faire pareil du sport, à avoir un mode de vie plus actif, à sortir beaucoup. Du coup, pareil, ça m'a fait perdre du poids aussi.
Mais du coup, j'ai remplacé un peu la bouffe par de l'alcool, ce qui n'était pas forcément la meilleure chose non plus à faire quand j'étais plus jeune. Pareil, du coup, j'ai commencé à être de plus en plus attractif. Du coup, je pognais de plus en plus aussi avec les filles. C'est-à-dire que, où les filles étaient vraiment collées à moi, on va dire, beaucoup à cette période-là. Donc, en fait, c'était un espèce de cercle vertueux qui était aussi un peu vicieux en même temps. Parce que j'avais de plus en plus de confiance en moi, mais je consommais de plus en plus d'alcool aussi, je faisais de plus en plus le party, j'étais de plus en plus, on va dire aussi, un charreau, je saurais pas vraiment... Ouais, un charreau, je pense que c'est quelqu'un qui est un player, là. Un player, j'étais de plus en plus un player aussi avec les femmes. Du coup, j'avais encore plus de confiance en moi, et c'était un espèce de cercle comme ça. Parce que t'as plus d'efforts comme oh shit, je suis top gun. C'est ça. Donc ça, mais ça c'est quand j'étais plus jeune, et avec le temps après pareil, tu prends de la maturité, tu te rends compte que tout ça c'est du vent au final, que ça n'a pas vraiment de profondeur, toutes ces relations là, que pareil le monde de la nuit ne t'apporte pas grand chose au final à part des fake relations. Pareil au niveau de l'alcool, que c'est mauvais pour toi, ton corps est fatigué. Après pareil, j'étais plus jeune à cette époque-là, donc mon corps était plus en forme aussi, évidemment. Ouais, c'est sûr. Quand t'as 21 ans. Mais après, quand tu penses, t'as 25, mon gars, après ça, je sais. Je sais que là, je suis rendu au top. Comment dire que là, je suis parti sur la descente. Je suis parti sur la descente. Mais si je me trompe pas, le top... Ça, c'est le top du corps humain, c'est 23 ans. Et après 23 ans, c'est que de la descente, ton corps humain. À 23 ans, je me rappelais, je virais des brosses. Puis et tu te réveillais à 10h le matin. Je me réveillais, je dormais 3 heures, j'allais travailler top shape. Let's go, c'est exactement ça. Déjà, j'étais pareil. J'étais 21, 22, 23 ans, j'étais pareil. C'est ça, man. Ça va tout le temps. Puis tu sais, quand on te le dit, même si quand j'avais 25 ans, on me disait à 30 ans, je suis comme, ben non, bro, puis là, à 30 ans, c'est un autre game, là. À 30 ans, ton corps, il est fatigué. Yo, là, par exemple, ça, j'ai... Mais ça, si tu dors bien, tu fais toutes tes choses, t'es good, mais prendre une brosse, mais là, je prends plus de brosse, mais... Avant pareil, j'étais... Pour me mettre dans une brosse, on va dire, fallait que je bois beaucoup. Là, maintenant, je bois 3-4 verres, c'est bon, je suis déjà off et ça va pas du tout et mon corps met 2 jours à s'en remettre, tu vois, c'est... Mais quand t'étais plus jeune, là, puis tu buvais, est-ce que tu verrais-tu des brosses quand même hard ou t'étais capable de te contrôler? C'est comment avec la nightlife et tout ça? J'étais rock'n'roll. Ben, en fait, c'est-à-dire que j'allais à cette époque-là, j'étais promoteur. Okay. Et j'étais promoteur pour des strip clubs en Pologne. Et du coup, en fait, je faisais le party, mais tous les soirs. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tous les jours. J'avais vraiment ce mode de vie-là, on va dire, très... Puis est-ce que ça incluait comme uniquement juste l'alcool ou quelques drogues? Alors, j'ai jamais été un gros consommateur de drogue. Il faut savoir qu'en Europe, les drogues, c'est quand même très tabou. Très, très tabou. C'est-à-dire que, juste pour vous donner une idée, en Pologne, où j'habitais, la weed, c'est considéré comme genre... Tu peux aller en prison longtemps pour une petite quantité de weed. C'est fou, ça. Et au Brésil aussi, mais au Brésil, ils sont fous. C'est ça, mais en fait, il y a des pays où, encore une fois, c'est le Québec, vous êtes très, 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 très ouvert sur la drogue, beaucoup plus que ce que vous pensez, en fait. Ah ouais. Les gens, il y a beaucoup de gens qui perçoivent pas comment c'est fucking insane. Ouais. Comme tantôt, on parlait justement de... Exemple, donne-moi l'exemple que tu en parlais de la cocaïne. Pour la cocaïne, par exemple. Comme j'expliquais, en France, par exemple, la cocaïne, c'est super mal vu. C'est-à-dire, c'est pour... l'équivalent pour un Québécois, l'équivalent pour un Français de là-haut. Alors, comment dire ça? Je vais essayer de reformuler la phrase un petit peu pour que ce soit bien compréhensible. Mais on va dire, si jamais tu dis à un Français que tu prends de la cocaïne, c'est comme si un Québécois disait à un autre Québécois qui prenait du crack à tous les jours. C'est même level. Dans la tête du Français, la cocaïne est au même niveau que le crack. Genre, la cocaïne est quelque chose d'extrêmement mal perçu. Et du coup, les gens en consomment aussi beaucoup moins, évidemment. Même si, évidemment, c'est consommé quand même par certaines personnes. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais juste que c'est très mal perçu et que les gens n'encouragent pas ça, comparé à ici au Québec, où, on va dire, on a l'impression que c'est c'est normal, tu vois. Tu vas voir le monde ne vont pas se cacher, ils vont faire des lignes à peu près partout, ils vont en parler ouvertement, ils vont en mettre ça dans leur story. Genre, en France, c'est extrêmement mal vu, la cocaïne. Et, tu sais, moi, c'est fou. Je comprends tout à fait ce que tu dis. Parce que au Québec, c'est rendu la cocaïne, c'est comme une autre drogue. Une autre drogue, ça peut être comme... Je pense que c'est pour les drogues en général, ici pareil, pour la MD, pour la kétamine, c'est des drogues que vous considérez, on va dire, un petit peu comme quelque chose de classique, pas tout le monde évidemment, mais que beaucoup de personnes considèrent comme quelque chose de basique,
Alors que non, ça reste de la drogue. Non, c'est fucked up, man. Ouais. C'est comme j'en ai vu là, du monde là, qui ont posté sur leur story qui se faisaient des tracks comme man, moi je sais pas, man, à cet âge-là, je faisais pas ça. Je pense à la codéine aussi. La codéine aussi. Ouais, la codéine. Genre la manière dont c'est mis en scène et dont ouais, mais je pense que parce que le truc, c'est que ce qui arrive, c'est que c'est tellement normalisé par beaucoup de gens. Des rappeurs. Ben, les rappeurs sont plus dans le weed, codéine and shit. Mais la cocaïne, là, ça va être genre soit les. En fait, c'est pas des influenceurs qui vont normaliser ça, mais des fois, ça va être des memes, des TikTok, des lives TikTok, ils sont ça poudre. Ah, yo, j'ai fait de la coke, pis tout. C'est comme, hey, tu sais, chill, bro. Ouais, ils en parlent premier degré, comme si c'était. C'est comme si de rien. Mais là, ouais, mais même justement, même au niveau du weed, entre guillemets. Ouais, mais tu sais, le weed avec, c'est fucked up. En plus, ça, c'est légal ici. Et en fait, je pense aussi que le fait de légaliser la weed, après, ça, c'est mon point de vue personnel. On part un peu vers de la politique là, mais de mon point de vue personnel, en fait, quand tu rends la weed légale et quand tu standardises du coup la consommation de weed, c'est légal, c'est chill si le monde en consomme, que tu te retrouves avec des SQDC qui ressemblent à des Apple Store. En fait, ça normalise trop la weed. Du coup, ça devient ok, la weed c'est complètement normal, c'est l'équivalent d'acheter un paquet de bonbons au dépanneur. Ouais. Du coup, on va commencer à prendre quelque chose. Les jeunes ont envie de consommer quelque chose de plus illégal. Ouais. Parce qu'à la base aussi, la consommation de drogue, ça va un peu avec un esprit de rébellion, je pense. Exact, ouais. Et donc, si la weed, il n'y a rien de rebelle ou rien d'illégal à prendre de la weed, c'est pas drôle. Et donc, on va monter à quelque chose de plus hard que ça, comme justement codéine, des champignons, des MDMA, de la kétamine, de la cocaïne, n'importe quoi. C'est ça, man. C'est du GHB, des trucs de même. Tu sais, moi, dans le temps, je consommais du GHB, de la cocaïne. Puis quand je consommais ça, c'était pas comme maintenant. Là. C'était pas comme ben, ça fait pas très longtemps que j'ai arrêté complètement d'utiliser ces drogues-là. Félicitations. Merci. Mais quand j'ai recommencé ça, c'est aucunement nice. Je le faisais pas parce que c'est chill. Parce que maintenant, comme tu dis, il y a tellement des SQDC partout man, là, j'allais faire une comparaison, mais je sais pas si... Je vais dire, les SQDC, c'est comme les Salvatore, man, il y en a tout le temps, un nouveau à chaque mois. Toi, tu veux vraiment perdre tes sponsors? Non, ça, c'est pas... les Salvatore, je sais pas. Ils font des bonnes pizzas. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il en ouvre vraiment à partout. Puis à chaque fois que tu t'arrives là-bas, il y a tout le temps quelque chose de nouveau. Maintenant, c'est rendu, ils vendent, je pense qu'il y a des places où ils vendent même des brownies, des trucs mais ils vendent, pareil, je suis pas en train de dire que boissons, j'en ai jamais ils standardisent les edibles maintenant aussi. Ouais, c'est ça que j'allais dire, des edibles. Mais ça peut être très dangereux parce que il y a des gens qui consomment, puis c'est correct. Là, c'est sûr que c'est très, très moins dangereux que la cocaïne, le crack, l'héroïne et tout ça. Et pareil, ça c'est addictif. Quelque chose qu'on oublie aussi souvent. Le weed, c'est moins pire que l'alcool en termes de drogue. L'alcool est beaucoup plus addictif que le weed. Ouais. Et pourtant, l'alcool, ça a toujours été, on va dire, la drogue la plus commune. Mais les gens oublient que non, l'alcool peut être considéré comme une drogue aussi. L'alcool, c'est une des substances que si t'es un gros dépendant d'alcool, puis t'arrêtes de consommer, tu peux en mourir. C'est intense, ouais. Mais ouais, ça crée des dépendances assez fortes. Et pareil, même les cigarettes, techniquement. Les gens oublient trop et standardisent. La vape, man. Les gens, les vapes. À quel point les vapes s'est rendu standardisé au Québec, c'est fou. C'est rendu. Mais après, c'est Worldwide qui a eu un peu cet effet-là. Worldwide, on va dire, c'est un peu partout dans le monde. En France, ils appellent ça les puffs, on va dire. En Europe, ils appellent ça les puffs. Pour appeler, on va dire, les disposable vapes, les vapes jetables, on va dire. Mais pareil, j'ai l'impression, les gens, en fait, maintenant, avant, quand tu avais des cigarettes, tu devais sortir dehors pour aller fumer. Maintenant, tu fumes toute la journée. Toute la journée non-stop, tu fumes. Tu fumes en faisant des montages vidéo, en train de pisser, tu fumes dans les toilettes, en train de chier. Tu fumes en dedans aussi, tu fumes en intérieur. Avant, les gens fumaient pas forcément des cigarettes en intérieur. Tu vois, tu fumais pas des cigarettes pendant un party ou tu fumais pas des cigarettes à l'intérieur du club. Tu vois, maintenant, les gens, ils fument partout. Les gens vape partout. Ouais. Et au final, pareil, on oublie. C'est comme si tu fumais des cigarettes en fait, non-stop. On sait que oui, les vapes, c'est moins pire que les cigarettes au niveau du corps, on va dire, en termes d'impact. Mais quand même, je pense pas que sur le long terme, dans 20 ans, je pense pas que ça va avoir du positif sur les personnes qui consomment beaucoup de vape actuellement. Je pense pas que ce soit forcément une bonne chose. Non, c'est ça. Puis moi, au niveau de la vape, j'étais un gros vapeur. Là. Gros, genre vapé, man. Je pense j'allais à Kanawake, puis j'ai acheté comme, mettons, 20 000 puffs, puis je l'ai passé à une semaine. OK, ouais. Alors, mais, puis, tu sais, quand quelqu'un vape,
les gens disent « Oh, mais je fais ça pour mon anxiété ». Mais c'est le contraire, man. Quand tu vapes, ça donne plus d'anxiété. Donc, tu finis par être plus anxieux à la fin. Je trouve que c'est un peu facile de toujours tout remettre sur les maladies mentales. Ouais. Il y a quasiment n'importe quoi qui est lié à de la consommation ou qui est lié aussi aux prises de médicaments, qui est lié aussi, on va dire, aux problèmes dans la vie de quelqu'un, qui est souvent aussi remis sur les soucis mentaux. À la base, les maladies mentales, c'est quand même quelque chose qui est censé, atteindre, on va dire, une minorité de la population, pas une majorité de la population. On dirait au Québec, tout le monde a des problèmes, tout le monde a des maladies mentales. Je pense qu'au Québec, c'est... Tout le monde est TDAH, tout le monde est bipolaire, tout le monde a un trouble limite de la personnalité. Tu vas voir que tout le monde prend des médicaments, mais il y en a aucun qui ont arrêté de fumer du weed ou arrêté de consommer de l'alcool ou arrêté de consommer de la cocaïne, mais ils prennent leurs médicaments de... En tout cas, mais je vais pas commencer là-dedans. Et après, ils se plaignent des vaccins. Ouais, bro, mais c'est comme, tu sais, moi, j'ai déjà pris des médicaments, des antidépresseurs, mais pendant que je faisais... Pendant que j'étais dans le processus que je prenais des antidépresseurs, je travaillais sur quelque chose pour pouvoir en sortir de là. Okay. Mais tu sais, ça dépend des gens. Oui, il y a des gens qui ont besoin de prendre des médicaments à vie, of course, mais il y a beaucoup de gens aussi qui utilisent la porte facile pour dire « Ah, ben, je suis TDAH. Ah, mais ou du monde qui prend de l'Ozempic pour perdre du poids. » Non, après, l'Ozempic, c'est quand même utilisé... je sais pas, je me rends pas compte à quel point c'est grand public, le Ozempic. Ouais. J'ai un peu du mal à voir à quel point, parce que c'est sûr que dans mon milieu à moi, qui on va dire milieu sex work, c'est quand même très commun. Beaucoup de filles font d'Ozempic parce qu'en fait, ça leur permet de perdre du poids sans faire de sport, sans rien faire, entre guillemets. C'est une perte de poids rapide, sans faire de sport et un peu feignante, mais tu reprends aussi extrêmement rapidement. Ouais. C'est ça. Ça coûte très cher, tu te fais tes piqûres, c'est OK. En fait, c'est juste tu manges pas. Évidemment que tu maigris si tu manges pas, mais dès que t'arrêtes, mais ça peut te rendre malade, c'est super mauvais pour ton intestin. Et pareil, dès que t'arrêtes, tu reprends très rapidement ton poids. Donc, c'est un peu particulier là quand même. Non, mais c'est ça. Puis en fait, c'est fait à la base pour des personnes diabétiques. Là, donc, c'est ça. Il y a tellement de puis tu sais, c'est pas le fait que je veux juger du monde. En fait, je juge les gens qui prennent ça comme pour aucune raison. Parce que moi, je trouve que tout le temps, tu peux prendre des trucs quand c'est le dernier recours. Tu peux tout le temps faire des trucs avant. Tu as essayé de perdre du poids. Mais techniquement, pareil, Ozempic, c'est un médicament qui est destiné à des personnes qui sont malades, pas à des personnes qui veulent juste perdre du poids. Exactement. Et là, pareil, il ne faut pas oublier, l'obésité est une maladie. Exactement, ouais. L'obésité est considérée par l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, comme une maladie. Donc, il faut le traiter tel quel, comme une maladie. Mais c'est pas un médicament que tu utilises parce que tu as envie de perdre du poids ou tu as envie d'être plus body pour tes photos sur la plage. Là. Ouais. Puis, c'est comme... Ça peut être aussi comme des gars, la même affaire. On parlait tantôt des stéroïdes. Ouais. Moi, j'en ai fait des stéroïdes, puis ça a sûrement vu dans un de mes épisodes précédents que j'en parlais. Toi, t'as-tu utilisé des stéroïdes? Jamais, j'ai jamais pris de stéroïdes de toute ma vie. Jamais. En même temps, j'ai jamais été full un gars de gym non plus, on va dire. En dehors de comment dire, d'entraînement sportif classique, on va dire. J'ai jamais été quelqu'un de full à partir sur de la compétition, de la compétition de bodybuilding ou quelqu'un de très très intense sur cette thématique-là, on va dire. Je fais du sport régulièrement, mais je suis pas focus sur mon physique. Tu veux pas. Je prends. Tu veux être bien dans ton corps. C'est ça, je veux juste être bien dans mon corps. Je fais juste du sport pour rester en bonne santé parce que c'est important de garder une activité physique à tous les jours. Yeah. Maintenant que j'ai un gym chez moi, en plus, ça c'est encore plus facile. Okay, si jamais, on va dire, j'ai passé la journée à faire du montage vidéo, le soir, je vais aller faire du tapis de course, je vais aller faire de la natation, je vais soulever quelques poids pendant une petite heure. Juste garder une activité physique régulière, c'est ça qui est important. Mais j'ai jamais été un sportif de haut niveau, on va dire. Ou un athlète focalisé sur la grosseur de ses muscles. Jamais. Okay. C'est quelque chose qui j'en ai jamais rien à foutre, honnêtement. Justement. Puis tu sais, ta consommation d'alcool quand tu étais dans les clubs, tout ça. Maintenant, ça, je suis très chill là-dessus depuis maintenant, on va dire. En fait, c'est à peu près quand j'ai déménagé au Canada que je me suis beaucoup calmé là-dessus aussi. Donc, on va dire, ça fait 3 ans que je suis. Je bois encore un verre de temps en temps, mais c'est une consommation qui est contrôlable. Tu es capable de la contrôler. C'est-à-dire, c'est une fois par semaine en club, par exemple, ou c'est quelques verres. Voilà, c'est sociable. C'est pas
C'est pas, je me fais pas une brosse, quoi. Ok, Je me fais puis, plus de brosse. Je déteste perdre le contrôle maintenant. Ok. Il m'est arrivé certaines choses dans ma vie qui ont fait que je suis devenu très control freak, on va dire, sur tous les aspects de ma personnalité, sur ma personnalité personnelle, et aussi sur. Je suis quelqu'un d'un peu maniaque au niveau de la propreté, par exemple, chez moi, au niveau du rangement. Ok. Et à mon niveau personnel, pareil, je déteste perdre le contrôle sur même mon propre corps, donc j'ai beaucoup de mal c'est aussi une des raisons pourquoi je consomme pas et que je ne bois plus que très peu, c'est parce que je déteste Mais perdre t'es le quand contrôle. même. Excuse-moi, t'as coupé. Ouais, continue. Ah, non, c'est Ça, tu vois, très peu, mais t'as quand même un contrôle, je veux pas. Genre, comme t'es pas. Oui, évidemment, ça demande du contrôle. En fait, pareil, il y a une période de ma vie où j'étais intense là-dessus, comme j'expliquais. Est-ce que t'as déjà eu. C'est parce que c'était entre guillemets, c'est aussi parce que c'était mon travail à l'époque. C'est sûr, quand C'est-à-dire, j'étais tous les soirs en club et j'étais promoteur, je devais faire la fête avec le monde. J'invitais plein de filles, on faisait le party, on faisait le show-off pour les vidéos. Du coup, évidemment, tu bois, tourner de shooter, Pour supporter les gens sous, faut que tu sois sous, man. Parce que crée-moi, quand t'es à jeun, je supporte plus. Ça m'arrive de plus en plus. Là, maintenant, j'ai de moins en moins de patience. En fait, c'est la patience, je pense. C'est parce que t'es pas dans le même niveau. Les autres sont comme ça. Avec le temps, j'ai de moins en moins de patience avec les personnes qui sont intoxiquées, on va dire, que ce soit au niveau de l'alcool, que ce soit avec de la cocaïne ou avec de la marijuana. La marijuana, encore, ça va, c'est quand même assez chill. Mais on va dire, passer une soirée où tu discutes avec quelqu'un qui prend de la cocaïne, où tu sais que dans tous les cas, il aura tout oublié le lendemain. Il passe sa soirée entière à te faire des promesses en mode ouais putain on va faire ça demain on se check, on fait ça, et qu'au final le lendemain matin il y a tout ce qu'il a raconté. Toi t'as passé la soirée, t'as perdu 2 heures de ta vie à l'écouter parler juste parce que le gars était high, il était sur son high, il parlait, et au final que tout ce qu'il t'a dit ça avait pas de valeur. Tu dis on va voyager aussi, man. On va travailler, on va faire tel truc. Ouais, viens chez moi pour tel truc. Au final il se rappelle même plus de ce qu'il a dit. Le matin, je suis tout pété, man, avec tabarnak, man, appeler son pusher le matin. Non, mais non, c'est ça, c'est le niveau de tolérance à diminuer, là. Je pense que c'est surtout de la patience. Pour moi, quelqu'un qui n'est pas sous, quelqu'un qui est sobre à côté de quelqu'un qui ne consomme pas, je pense que ça, en vrai, c'est de la patience, tu vois. C'est de la compréhension, évidemment, de comprendre dans quel état est la personne en face de toi. Et c'est aussi, on va dire, un peu de la... Ouais, ça. Et c'est de la patience, le fait, en fait, que, ok, ton ami est comme ça, tu restes à côté parce que c'est ton ami et t'as envie qu'il aille bien. Mais bon, tu souffres, quoi. Ouais. T'écoutes à moitié. Ok, oui, ouais. Ça. Puis, comme le monde sous, quand il te parle, c'est pareil, ça. Quelqu'un qui est sous, les promesses que tu fais quand t'es sous, ça a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur, man. Le lendemain, tu sais même pas de quoi il parle. Non, tu te rappelles, au final, tu te rappelles même pas qu'est-ce que tu as dit. Donc, une parole donnée pendant que tu étais sous, ça, c'est pour ça que je disais que ça fait que ça a duré combien de temps, plus ou moins, ton nightlife, là? En fait, ça a monté. Après, il y a eu des pics, on va dire aussi. Mais ça a été. J'ai fait quasiment 1 an non-stop de party. J'ai fait genre une brosse de. C'est comme si j'avais fait une brosse de 1 an complet. Avec full party tous les soirs. Puis, durant cette année de party-là, y a-tu un moment donné, tu te dis, il faut que j'arrête? Ou y a-tu un moment que tu as eu comme. C'est comme, ouais, je pense que c'est pas. Faut que j'arrête. Est-ce que tu as eu quelque chose de mauvais qui est arrivé? Ou... En vrai. Ah, c'est pas vraiment ça qu'il faut dire. C'est pas vraiment ça qu'il faut dire non plus. Mais en fait, c'est quand j'ai déménagé, ça m'a un peu fait une coupure. Il m'est arrivé certains trucs, justement, avec certains conflits. Et puis, pareil, le fait d'avoir changé de pays encore. Changer de pays, ça te remet beaucoup en question et ça te fait passer beaucoup de temps avec toi-même. Parce qu'au début, quand tu arrives dans un nouveau pays, tu es tout seul. Moi, j'ai déménagé plusieurs fois de pays, donc je commence à être habitué. Et je suis quand même très confortable avec le fait de découvrir un nouvel endroit, on va dire, une nouvelle ville. Ouais. Mais en fait, souvent, c'est un bon moyen aussi de recommencer un peu ta vie à zéro. C'est un bon moyen de recommencer un peu ta vie à zéro. Et donc, tu peux prendre des bonnes résolutions à ce moment-là. Et puis, quitter des mauvaises habitudes, c'est changer de pays entièrement. Ça marche bien pour prendre des bonnes résolutions et changer de mode de vie, je trouve. Puis, ouais, je suis tout à fait d'accord. En tout cas, pour de vrai, moi, j'ai pas encore changé de pays, mais je peux comprendre un peu le... Imagine, du jour au lendemain, là, tu déménages et tu te retrouves, je sais pas, tu déménages du jour au lendemain et tu te retrouves, pareil, genre un pays qui n'a rien à voir, genre en Serbie. Ouais. Là, demain là, tu décolles et demain, hop, et pareil, tu connais personne, t'as pas de place où habiter, t'as pas de travail, et paf, là, t'arrives en Serbie. Qu'est-ce que tu fais?
je me débrouille, je sais pas Ça, quoi. mais entre guillemets, pareil, ça coupe énormément les addictions un peu malgré soi, tu vois. T'as pas Et le en fait, choix de... techniquement, j'ai eu des addictions et je m'en suis rendu compte plus tard, en fait, dans le temps, tu vois. Comme j'ai une grosse période de ma vie où j'étais sex addict, très Ça, enfant, justement. Sex addict, c'est comment ça? C'est-à-dire, en gros, j'avais... alors, première chose, on parle pas de sex addict juste parce que tu as envie de fourrer tout le temps. C'est pas sex addict, ce n'est pas une haute libido. L'addiction, ça se définit quand ça en vient à ce que ce soit un problème dans ta vie et que ça a un impact négatif sur ta vie. C'est-à-dire que justement, sur cette année de party-là, genre, j'avais pareil, je rentrais quasiment avec une fille différente presque tous les soirs. Et pareil, genre, j'avais des mauvais comportements. J'étais sous, elle était sous aussi. Genre, j'étais un goujat, entre guillemets. Genre, j'étais pas fiable, tu vois. Je lui faisais croire, c'est on est en couple. Tu disais je t'aime la première soirée, genre? Hein? Tu disais je t'aime durant la première soirée? Ouais, ce genre de truc-là, tu vois ce que je veux dire. C'est un playboy, player, fuckboy. J'étais un fuckboy. J'étais le cliché du fuckboy, en fait. C'est un vraiment DTF. Hein? Un DTF. DTF? Down to fuck. Yeah, non, j'étais vraiment le cliché du fuckboy classique, on va dire. Ça, c'était à 21, 22 ans. Ouais, j'étais le cliché du fuckboy, là. Le français à l'étranger qui veut se tirer toutes les filles, là. C'était vraiment ce cliché-là. Donc, en gros, pareil, genre, j'avais plein de copines en même temps. Je cheatais tout le temps. Mais c'est quand même très négatif, tu vois. Ouais, si tu le vois, tu sais, parce qu'entre gars, tu sais, quand on parle entre gars, des fois, c'est tellement comme, on va dire, c'est correct, c'est chill, yo, tu couches avec plein de femmes. Quand t'es en couple, je sais pas si t'es en couple ou pas, là, dans ce temps-là. Bah, entre guillemets, oui, en gros, je me mettais en couple avec une fille, après, je me montais avec une autre. Genre, il y a eu des périodes où, genre, j'avais. Mais ça, encore une fois, c'est pas bien, justement, c'est pour ça que je parlais de sex addict. Et c'était dans la même période où je faisais beaucoup de parties. J'avais, genre, 6 blondes en même temps. 6 blondes. Environ, ouais, c'est. Est-ce qu'ils le savaient? Même pas en plus, même pas. C'est ça, c'était. Et en gros, genre des fois, genre j'en avais une chez moi et genre je la quittais, je disais ouais, je dois aller faire des courses et j'en allais en voir une autre chez elle et après genre je retournais voir celle qui était chez moi, tu vois, c'était vraiment genre c'est complètement stupide, tu vois. Et c'était quoi qui te c'est quoi qui te donnait tu sais comme parce que moi en étant je faisais de la coke, puis j'étais comme oh shit, j'ai cherché le high. Mais toi, c'était quoi? C'est-tu coucher avec la femme, avoir le contrôle ou te dire ah man, je suis capable de faire ça? C'est quoi qui t'attirait dans cette dépendance? Entre guillemets, pareil, c'était juste, comme je disais, c'est comme si j'avais fait un an de party non-stop. Un an de party non-stop, tu vois, c'est tu fais les trucs genre juste pour être cool. Je sais pas trop comment expliquer, j'avais pas de choses qui me poussaient plus que ça. Et en fait, avec le temps, pareil, j'ai appris en fait à utiliser les pulsions que j'avais. T'avais des pulsions sexuelles, c'est ça? Ouais, pulsions sexuelles, on va dire dans un but, comment dire, dans le but que ce soit mon travail, tu vois, avec le temps. Ah, ok, ouais. Et justement, ça m'a permis de régulariser aussi, régulariser mes pulsions, ça a permis de régulariser. De monétiser tes pulsions. Ouais, aussi on va dire, de monétiser ça, tu vois. C'est vraiment ça. D'avoir justement cette addiction au sexe, de transformer ça en moyen financier. Et pareil, avec le temps, au final, comme l'addiction à l'alcool, ça m'a quitté. Ça m'a quitté et ça m'a justement, j'ai grandi là-dessus et je suis devenu justement beaucoup plus sérieux afin justement jusqu'à ce que ça devienne plus que professionnel et c'est-à-dire que maintenant, genre, c'est vraiment quelque chose que je me suis vraiment détaché de ça. Est-ce que tu penses que les détachements, c'est fait parce que c'est tellement accessible pour toi maintenant que c'est comme plus vraiment... Bah, c'est-à-dire, entre guillemets, c'est-à-dire que quand c'est accessible, tu ne cherches plus. C'est-à-dire, pareil, comme je t'ai expliqué, j'étais dans une période où genre, j'étais beaucoup bully. J'étais pas très actif sexuellement quand j'étais plus jeune, mais j'avais déjà le même niveau de libido. En fait, du coup, dès que j'ai pu, comme je t'ai expliqué un peu plus tôt, genre, je devenais plus attractif, je perdais du poids, je prenais confiance en moi, j'attirais plus les filles. Et du coup, pareil, mais avant ça, j'étais un petit gros qui avait été bully pendant toute son école, on va dire. Après ça, évidemment que je suis allé intense dans le fait d'être un playboy, on va dire, un fuckboy. C'était un peu comme une espèce de revanche, tu vois. Mais ça a été une période de transition, en fait. C'est une période de transition entre... J'estime que cette année-là, cette année de party que j'ai pu faire en Pologne, non-stop, ça a été la transition entre le moi enfant et le moi adulte. Parce que après justement, d'avoir eu autant d'expérience, après avoir eu ce mode de vie-là, ça m'a énormément posé, ça m'a donné beaucoup de maturité, ça m'a beaucoup posé, on va dire. Maintenant, c'est-à-dire que je m'en fous d'avoir des expériences genre juste pour le fun, tu vois. J'ai déjà quasiment tout vécu. Sexuellement, j'ai déjà quasiment tout vécu. Donc, y a pas des trucs qui m'excitent ou où j'ai envie
de le faire. Puis, y a-tu, à un moment donné, avec cette dépendance-là que tu as eue, sex addict, que ça t'a mis en danger? C'était plutôt, on va dire, danger au niveau des MST. Parce qu'avant, pareil. MST, que ça soit danger, toi, en tant que personne. Oui, bah, parce qu'entre guillemets, pareil, des fois, j'allais. En gros, pareil, des fois, j'allais draguer des filles qui étaient en couple. Du coup, évidemment, ça te met en danger. Des filles qu'il faut pas que tu dragues, genre. Des filles qu'il faut pas que tu dragues. Des fois, pareil, tu vas à. Comment dire? Des fois, pareil, c'est des trucs à la con, mais genre, tu vas fourrer des filles avec qui t'as même pas envie de fourrer, en fait. Genre, elles t'attirent même pas et tu vas fourrer avec. Ouais. C'est un peu stupide. Donc, c'est plein de comportements. C'est juste des comportements stupides. Je comprends. C'est comme des comportements à risque que t'es pas obligé de les avoir. Ouais, c'est ça. Et en fait, pareil, maintenant, vraiment, ça c'est dans les. Et en fait c'est assez drôle, mais maintenant, plus je passe de temps à ma vie, moins mon body count évolue de manière rapide. C'est ça, c'est. Avec toi, ta body count a fait vous. Ça, vraiment, il a fait. Ça fait un pump and dump. C'est comme le Bitcoin. Exactement, ça fait comme ça fait comme une crypto-monnaie. Bah, après, non. Il redescend pas. Ouais, non, c'est ça, mais en gros, ça fait un gros pic. Après, ça se stabilise. Ouais, ça se stabilise, ouais. C'est ça. OK. J'avais jamais pensé, ben parce que, tu sais, pour les femmes qui font du OnlyFans, tu sais, je vois souvent des entrevues et tout ça. Il y a beaucoup de femmes qui disent aimer ça, tu sais, ça se peut. Mais alors oui et non. Il y a les deux profils. Il y a du monde il y a des filles qui font du OnlyFans. Elles font pas d'argent avec leur OnlyFans, et si elles font du OnlyFans, c'est vraiment genre juste parce qu'elles aiment faire ça. Elles aiment se montrer. Elles aiment l'attention. Elles aiment l'attention, elles aiment le sexe aussi. Il y a des filles que je connais, elles font du OnlyFans, même pas pour faire de l'argent au final, juste parce qu'elles aiment faire des views, des likes. Des views, des likes, faire aussi faire se reconnaître peut-être. Attends, il y en a pas tant qui se font reconnaître que ça au final au Québec, hein. Ouais, mais je pense que les gars non plus veulent pas reconnaître. Là. Je dis, oh shit, je suis abonné, ça fait un peu loser. C'est ça, c'est ça. Mais moi, pour de vrai, je suis pas abonné, mais j'ai déjà. Moi, si je parce que moi, je trouve les personnes, les gens qui consomment, là, c'est comme. Moi, c'est pas le fait que t'es loser, c'est comme. Je pourrais pas quelque chose que je peux avoir gratuit. Moi, c'est ça mon point de vue. T'sais, moi, s'il y a quelque chose qui m'intéresse, que peut-être, genre, comme je vois, mettons, si je dirais que j'en consomme pas des trucs d'OnlyFans, je serais un menteur. Mais moi, c'est ça que je fais, man. Mon truc, c'est aller sur X, parce que X, c'est comme Twitter, ouais. Twitter. Mais yo, ou sinon, même, je marque sur Google le nom de la femme avec leak. Ouais. Après, je m'abonne pas à ça. Après, justement, ça c'est une réalité aussi, mais on le sait bien que moi j'ai des vidéos sur Twitter qui ont dépassé le 1 million de vues. Ça, c'est fou, man, Twitter. Je sais pas, pour les gens qui connaissent pas, ben Twitter qui a le nom X, là, X, ouais. c'est insane. On va dire par exemple sur X, j'ai des vidéos qui ont dépassé le 1 million de vues. Je sais bien qu'il n'y a pas 1 million de personnes qui sont venues m'acheter la vidéo par la suite, là. Vraiment pas. Sinon, je serais multimillionnaire, là. C'est sur la totalité des personnes qui ont vu la vidéo, il y en a finalement que très peu qui font le déplacement vers le fait d'acheter vraiment le contenu. Mais au final, nous, c'est cette partie-là qui nous intéresse. J'estime que les personnes qui essayent de trouver notre contenu gratuit, c'est pas des clients intéressants à aller chercher. Non, nous, les clients qu'on essaye d'aller chercher, c'est des clients qui ont du pouvoir d'achat et qui sont intéressés pour avoir du contenu de bonne qualité et complet directement, sans avoir besoin de faire tous les efforts, besoin d'aller comme nous. Mais pour de vrai, ils sont forts, parce qu'une fois, à un moment donné, je voulais retourner même sur Google pour chercher la fille que je voulais, mais elle n'était plus là. Ah bah ça, parce que maintenant il y a plein de services aussi qui se développent. Il y a plein de services qui se développent pour ça. C'est-à-dire que pareil, il y a aussi plein de filles qui commencent OnlyFans et qui arrêtent OnlyFans. Ouais, ça c'est une réalité aussi. Et pareil, maintenant il y a plein. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de services comme Brandyscam qui sont des services qui permettent de supprimer sa présence online. En gros, ça supprime tes leaks automatiquement. Oh shit. C'est ça. Fait que c'est genre une compagnie qui fasse les leaks. C'est des compagnies il y en a plein là, mais il y a des compagnies qui effacent les leaks online des filles OnlyFans. Ouais, c'est quelque chose de très utile là. Non, c'est parce que il y a beaucoup de gens, les consommateurs en tant que tels qui consomment ça, c'est des gens peut-être qui ont besoin de ça. Des fois, parler avec une femme puis parce qu'ils peuvent pas. T'sais. Ça, c'est une espèce de relation. C'est comment dire. La base de OnlyFans quand même, c'est ce que tu vends, c'est pas juste de la porno, parce que si tu vendrais juste de la porno, le gars irait sur Pornhub, il se branlerait sur Pornhub et il a fini. Ouais.
là, sur OnlyFans, si le gars vient s'abonner à OnlyFans, c'est pour avoir une relation directement avec la personne, c'est avoir du contenu exclusif, privé un petit peu. Ça qui est intéressant, c'est que c'est du contenu privé. Et c'est avoir une relation directement avec la modèle. C'est-à-dire que pareil, que ce que les gars viennent chercher sur OnlyFans, c'est du contenu plus privé et plus réel que ce qu'on peut voir sur Pornhub. Réel, en guillemets. Dans le sens amateur, dans le sens la vie réelle de la fille. Quoi. Ouais, c'est vrai, moi avec, je cherche tout le temps amateur, man. C'est ça, c'est ça. C'est ça, mais justement, dans les... Pareil, c'est... T'as pas... Comment dire, OnlyFans, c'est pas un site porno, techniquement. OnlyFans n'est pas une compagnie de porn. OnlyFans, c'est un réseau social. OnlyFans est un réseau social qui permet de rendre le contact entre les abonnés et le créateur. Ouais, c'est ça, parce que je sais qu'au début, aux États-Unis, c'est utilisé pour ça. Là, c'est la base de la plateforme et c'est encore le cas actuellement. Sauf que maintenant, le genre de contenu qu'on vend à nos fans est un peu différent que par au début. Mais au final, ça reste encore la base de la plateforme. Toi, j'imagine que tu côtoies souvent des ben, je veux dire, comme... Je sais pas, au Québec, je connais pas vraiment, à part toi, puis un autre doute qui a passé à un autre podcast qui font du contenu OnlyFans. Mais en général, c'est beaucoup de femmes qui sont... Ouais, beaucoup. Je sais pas les statistiques en tant que telles. Mais c'est toi qui tu côtoies, je sais pas si des fois tu côtoies les femmes qui font du OnlyFans. Est-ce que c'est le même type de clientèle que vous avez en tant que... Mais c'est sûr qu'il y en a qui c'est homme ou femme, peut-être aussi qu'il y a même des hommes qui sont... Alors, mettons, généralement, la grosse majorité, il y a très peu de femmes quand même sur OnlyFans qui achètent pour du contenu. Ok, ouais. Dans tous les cas, ça va être un public masculin. Okay. De 1. De 2, pareil, ça dépend, mais la grosse majorité des gars qui font du OnlyFans ont un public qui est homosexuel. C'est-à-dire que les gars viennent s'abonner à leur OnlyFans pour voir le gars. Ils viennent pas voir les filles, ils viennent voir le gars. C'est-à-dire que ce qui pousse le gars à s'abonner à la page du gars, c'est pour voir le gars en lui-même. Parce qu'il est intéressé par lui, tu vois, genre, je pense aux gars là, qui font des... Comment dire, tous les gars de OnlyFans là, qui font des photos où ils montrent leurs muscles ou des photos solo où ils montrent leurs abdos, c'est pour attirer une clientèle qui est intéressée pour voir ça sur leur OnlyFans. Ouais, et c'est ça leur clientèle. Okay. Après, tu vas voir les filles vont avoir des gars qui sont entre guillemets un peu amoureux d'elles et qui sont en crush avec elles et qui viennent s'abonner aux filles. Moi, c'est là où je suis vraiment très différent du reste des créateurs, c'est parce que mes clients, c'est des gars hétéros qui viennent voir sur ma page pour le lifestyle en fait. Ce qu'ils viennent voir, c'est pas moi, ils s'en foutent de moi. Parce qu'on voit pas ma tête dans la majorité des vidéos. On la voit de temps en temps, mais bon, c'est pas le but, entre guillemets. C'est pas ça qu'ils viennent voir. Mais ils viennent juste pour voir le lifestyle que j'ai et justement toutes les filles que j'ai à proposer sur ma page. Ah, okay. Maintenant, j'ai plus de 150 filles différentes sur ma page. Donc, c'est sûr que tu vas trouver plein de filles intéressantes. Et souvent, ce que les gars disent, c'est plutôt que d'aller payer plein de OnlyFans à droite à gauche de plusieurs filles, je vais aller m'abonner à Jay. Et comme ça, j'ai toutes les filles. Comme ça, j'ai toutes les filles que je veux. Ok, c'est genre comme un bundle shit là. Un peu, mais pareil, entre guillemets, pareil, tu dois quand même acheter les vidéos après là. Ouais, je comprends. Mais quand tu il y a la panoplie, genre comme. Ouais, ça, t'as plein. Moi, d'avoir une fille, j'ai 150 filles. Je poste des photos à tous les jours, je poste des vidéos à tous les jours là, donc t'as plein de contenu for free quand même, une fois après l'abonnement. Ok. Et tu découvres aussi plein de nouvelles filles que t'as jamais vues avant. Mais donc, souvent, c'est un peu drôle, mais les gars qui sont abonnés à ma page, j'aime vraiment beaucoup la communauté qui sont abonnés à ma page OnlyFans, c'est beaucoup genre des fans de porno. Beaucoup. C'est-à-dire que c'est des gars, genre ils aiment OnlyFans, ils aiment la porno, c'est des gars qui ont l'habitude d'acheter des OnlyFans de plusieurs filles différentes et qui aiment du beau contenu OnlyFans. C'est-à-dire du contenu amateur, mais quand même bien filmé. Et on va dire, c'est ça, voir plusieurs filles différentes, de plusieurs styles différents. Les gars qui sont abonnés à ma page, souvent, c'est des fans de porno. Donc, quand tu dis fans de porno, des gros consommateurs de porno, on va dire. Genre que mes autres, ils se crossent à la journée longue. Bah, peut-être pas non plus la journée longue, parce que souvent, c'est quand même des... Alors, étonnamment, les fans de porno, c'est quand même des gars qui ont du cob, hein. Là, moi, je te parle pas du crosseur là, qui passe sa journée sur Pornhub. Là, je te parle d'un gars qui va acheter genre des... qui peut dépenser, genre... Il y a des gars, des fois, qui dépensent genre $250, $300, $400 dans la journée. God damn, dans la journée sur OnlyFans. Et sur plusieurs comptes différents. Il va aller s'abonner au compte, par exemple, on va dire le gars, il vient sur ma page, il voit une nouvelle fille que j'ai postée, il va venir acheter genre un morceau de la vidéo chez moi, après il va aller s'abonner à la fille, il va acheter la deuxième partie de la vidéo sur le compte de la fille, il a dépensé, tac, il dépense. Ouais, c'est ça, c'est un bon consommateur, là. C'est un bon client. Visez pas, mais ne visez pas, moi je suis le pire. Shout out à mes abonnés, là. Mais moi, c'est là, moi, entre guillemets, je préfère avoir peu de clients mais qui dépensent beaucoup que d'avoir genre plein de clients qui dépensent jamais, ça sert à rien.
Ouais, c'est sûr qu'ils sont tout le temps juste au free content. Là. C'est ça. Ouais. Puis, est-ce que, mettons, là, si tu aurais le choix, là, maintenant que tu es établi, ça fait combien de temps en tant que tel, OnlyFans? Tu m'as dit 3 ans? Juste OnlyFans, 3 ans, ouais. Ouais, Sinon, 3 ça ans. fait 5 ans que je fais du OnlyFans. Ok. 5 ans que je fais du OnlyFans. Avant, j'étais. Comment dire? Avant, j'aidais et j'en faisais avec des filles avant, quand j'étais en Pologne et en Ukraine. On faisait avec des filles. Et après, quand je suis arrivé à Montréal, du coup, j'avais déjà des bonnes connaissances sur la plateforme. J'ai commencé à faire du OnlyFans avec des filles au Canada. Après, j'ai été repéré par des filles qui étaient quand même très connues dans cette industrie-là, avec qui j'ai quasiment travaillé, on va dire, full-time, on va dire, avec elles. Et après, ouais, après, j'ai lancé ma propre page. Mais on va dire que je suis full-time sur que du OnlyFans, ou lié à OnlyFans, ça fait 3 ans. OK. Là, j'ai quelques questions. Ouais. Tu connais Adam22? Je connais très bien Adam Twenty-Two. T'as-tu fait une collab avec? Non. J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. En vrai, Adam Twenty-Two, c'est un. Ouais, on peut dire que c'est aussi une sorte de modèle. Même si je sais qu'il est très, très controversé. Mais moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien parce qu'entre guillemets, pareil, c'est Jumper. un bon exemple. Tu vois, moi, j'écoute Non Jumper depuis que je suis tout jeune aussi, tu vois, avec les interviews de rappeurs. Ouais. Au final, pareil, il a super bien utilisé le fait, genre, c'est un bon mix, entre guillemets. C'est-à-dire que genre tout le monde, aux États-Unis, tout le monde accepte ça. Que le gars, il fasse à la fois des interviews de rappeurs et à la fois il fasse de la porno. Genre, tout le monde est chill avec ça. Genre, c'est normal. Ouais. C'est Non, mais je pense que c'est. Son personnage, je sais pas si c'est un personnage, mais je veux dire, sa présence dans le web est quand même. Moi, j'aime. Déjà, à la base, ses entrevues sont fucked up. Il a bien compris comment l'Internet marche. Mais il y a sa blonde aussi. Je m'en Lena, rappelle, ouais. très Lena. belle. Comment ça s'appelle? Lena Qui de est- plug. C'est ça, la plug. Elle s'est fait plug justement par un autre dude. Ça, c'était Jason Love. Mais ça, c'est un scénario. Mais c'est pas un vrai? Si, c'est vrai. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup des gros scandales qu'on entend parler de OnlyFans, comme tous les trucs qui sont hyper médiatisés de OnlyFans, c'est du vent. C'est des scénarios. C'est fake. Mais c'est scripté, mais dans un C'est sens. scripté. Mais ça, c'est vraiment vrai. Comme... Oui, non, mais c'est vrai parce qu'il y a du contenu à vendre au final. Mais en fait, à la base, si on en parle autant et qu'on parle de. En fait, tu présentes ça sous forme de scandale. Mais au final, c'est pour faire des ventes. Ouais. Comme Mais par exemple, là, je pense récemment, Rosie Blue. Il y a une fille qui s'appelle Lily Phillips qui a fait genre 100 gars dans une journée. Oh ouais, c'est Et vrai. après, il y en a une autre qui s'appelle Rosie Blue qui a dit qu'elle avait sorti une vidéo de 1000 gars dans la journée. Yo. Genre très peu de 1000 temps gars après. dans la journée, man. Et ça avait tourné partout, les gens étaient choqués. Ça a fait le tour de tous les réseaux sociaux. C'est faux. Ça n'existe pas. 1000 gars en une journée, durant 24 heures, Ouais. elle a pas dormi? Bah ouais. C'est ça qu'elle a annoncé. C'est ça qui a été annoncé. Il y a eu plein d'articles, des faux articles. Et en fait, ça a fait un espèce d'effet boule de neige où ça a eu un énorme buzz en fait sur toute la toile. Sauf qu'au final, elle a jamais fait ça. Elle a jamais fait ça avec 1000 gars dans la journée. Ok, elle a jamais fait. Non, il y a eu des vidéos qui ont été réalisées où du coup après pareil, t'as des acteurs qui étaient présents dans les vidéos qui en ont parlé. En vrai, ils étaient 30 ou 40. C'est déjà très beaucoup. C'est déjà beaucoup énorme. Mais c'est pas 1000. Yo, Santiago, si une femme que tu dates te dit écoute, je viens de passer 1000 gars dans une journée, est-ce que. Je peux te dire, à la fin de la journée, pareil, t'es pas en bonne forme. La fille, elle est pas en bonne Ben, forme. bro, c'est 1000 graines, là. Bro, puis. Attends, mais c'est faux. C'est faux techniquement. Ouais, c'est faux, ouais. Mais, ok, mais. Ou pareil, Même juste 100, là, même juste 100. Autre exemple, récemment, il y a Sophie Rain qui avait pareil annoncé. Ah oui, celle qui a fait des millions, là? Ouais, ça, elle a annoncé qu'elle avait fait genre 140 millions, un truc comme ça. Oui, elle a fait beaucoup d'argent. Elle a pas fait ces prix-là. En fait, c'est comme. Il y a plein de petits trucs comme ça qui font le buzz, qu'on voit passer sur OnlyFans. Genre, ouais. Mais au final, tu le vois passer. Les gens vu que c'est lié au sexe, c'est toujours très clivant et c'est toujours très scandaleux. Donc les gens commentent. Du coup, ça rend le truc encore plus viral. Tout le monde en parle. Mais au final, c'est pas vrai. C'est la base. C'est un peu la base des réseaux sociaux aussi. C'est un clickbait. C'est des clickbait, 100%. Mais au final, sur les clickbait, tout le monde va en parler. Donc il y a forcément des gens qui vont découvrir le truc et qui vont avoir par la suite envie d'aller s'abonner au compte de la créatrice Je comprends. ou du créateur. Un peu comme Madame 22 et Jason Love. Pareil, ils avaient parlé comme ah ouais, on va se marier et juste après elle va faire une vidéo avec l'acteur et après genre ils avaient fait une espèce de vidéo en mode genre un clash et tout, tu vois. Mais c'est pareil, c'est du scénario. C'était prévu d'avance, tu vois. Et au final les gens en mode ah ouais, ce gars-là, il a couché avec la femme de lui et en plus ça après ils sont partis en bif et tout et le bif avait été le clash avait été énormément médiatisé, mais en fait c'est scénarisé. Ouais, je comprends. Ouais, mais c'est ça, je me dis aussi, il y a un scénario derrière tout ça. C'est pas uniquement genre fait à coup de tête. Les créateurs de contenu, surtout OF, ils savent qu'est-ce qu'ils font, là, mais en général, là, si tu fais bien tes affaires, puis ils sont médiatisés.
Là, il y a une chose, exemple, là, niveau relation avec les femmes, est-ce que toi, t'es-tu activement en recherche d'une copine? Est-ce que c'est facile d'en trouver une dans ce milieu-là? Alors justement, avec le milieu que je fais, c'est quand même très difficile de se mettre en couple parce que ça demande une confiance de la part de la partenaire qui est très élevée. C'est un peu comme, comment dire, une comparaison que je fais souvent, imagine un gars qui se mettrait en couple avec une fille qui est escorte, par exemple. C'est son travail à temps plein, elle est indépendante là-dedans, c'est ça qu'elle fait comme job, elle est satisfaite avec ça. Je te parle pas d'un truc sketchy ou quoi, je parle vraiment ou quelqu'un qui fait ça à temps plein. Ça demande quand même de la part du gars une grosse confiance en soi, tu vois, et une grosse confiance en sa blonde. Mais je dirais aussi... Et c'est à peu près la même chose pour moi, il faut... je dirais ici, je voudrais rajouter à ça, je peux te donner ça, mais aussi au niveau de ses valeurs. Genre, il faut qu'il accepte ça. Aussi, ouais, évidemment, c'est entre guillemets... Mais entre guillemets, tu prends la personne comme elle vient aussi. Ouais. Tu le sais de base, c'est pas quelque chose que t'apprends comme surprise un jour ou l'autre, tu vois. Donc pareil, moi je le dis de base, c'est oui, ma job c'est ça. Il faut que tu acceptes ça avant de te mettre en couple avec moi. Et au final, c'est pour ça que beaucoup des relations que j'ai, c'est avec des filles qui sont dans le même milieu que moi au final. Puis ça te fait rien, man, qu'elle accouche avec d'autres personnes? Moi, je suis correct avec ça. Pareil, j'ai quasiment toujours été en couple avec des filles qui étaient danseuses ou escortes, donc je suis vraiment quand même confortable et j'ai beaucoup de confiance en moi à ce niveau-là. Est-ce que tu penses que cette vision-là pourrait changer dans quelques années? Honnêtement, je pense pas. Non? Ça fait partie... Comme je dis, au final, je suis dans le monde du travail du sexe depuis mes 19 ans. J'ai fréquenté quasiment toute ma vie. La grosse majorité de mon entourage professionnel, c'est des personnes qui font ça comme travail. J'ai rencontré de tout. J'ai rencontré des personnes qui étaient professionnelles, qui avaient la tête sur les épaules et qui faisaient ça bien. J'ai rencontré des personnes aussi qui faisaient ça de manière tout fuckée. Mais de manière générale... Non, moi justement, j'ai pas de jugement de valeur à ce niveau-là. Et je sais pas si... Je pense que pareil, ça fait partie de mes valeurs actuellement. Je sais pas si mes valeurs vont évoluer avec le temps. Je sais pas trop à ce niveau-là. Parce qu'il y a comme, exemple, c'est pas le même type ben, je pourrais... Ben, je compare ça avec l'actrice porno Mia Khalifa. Ouais. Elle a fait un change of mind, là. Puis là, elle peut plus rien faire. Alors, elle a fait un change... C'est un peu comme Lana Rhoades ou un peu comme... Il y a beaucoup... Ou Amourante aussi. C'est la grosse mode, encore une fois, c'est du clickbait. Ces filles-là, font du clickbait, Mia? Elles vendent encore du contenu quand même. Mais non, elles vendent pas de contenu. Si, elles vendent encore des calendriers dénudés. Où est-ce qu'elle tire son argent actuellement? Je sais pas. Elle fait parler parce qu'elle dit j'ai quitté l'industrie de la porno et maintenant les gens ne parlent de moi que de ça. Je suis plus que ça, nanani nanana. Mais au final, qu'est-ce qui lui rapporte de l'argent dans ses poches? Ça reste du contenu pour adultes. Enfin, du contenu sexy, on va dire. Ouais. Donc au final, elle monétise quand même sa sexualité. Et elle fait parler d'elle grâce en mode j'ai changé de vie. Nanana. Les filles font souvent ça. Beaucoup de filles. Pareil, il y a Amourante qui avait fait ça aussi, qui est une Twitcheuse très connue et fille de OnlyFans très connue. En mode, ou en mode pareil, avant j'étais avec mon chum, il me manipulait, il était méchant et tout. Please, venez vous abonner à mon OnlyFans pour me supporter. Ou pareil, autre cas, Lana Rhoades, qui au final, pareil, a fait à peu près le même truc. C'est j'ai fait de la porno. Mais au final c'était mauvais, au final j'aimais pas ça, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de changer de contenu et au final maintenant pareil elle fait du OnlyFans. Au final ces filles-là utilisent ça dans un but un peu de rapporter de la visibilité sur elles. Lana Rhoades. Puis c'est ça, niveau valeur, toi tu penses que c'est comme justement je voulais parler récemment de Hélène Boudreau. Ouais. Son truc qu'elle a eu, elle est passée dans le podcast Vrai Talk Show. Chose comme ça avec GNT. Ouais, j'ai vu. Elle a parlé justement qu'elle était vraiment... elle était emprisonnière de OnlyFans. Est-ce que tu as déjà connu des gens qui se sentaient prisonniers de ça là? Comment ça, être prisonnier? Si jamais tu veux supprimer ton compte, supprime ton compte. Ouais, mais tu veux supprimer ton OnlyFans, tu veux supprimer ton Instagram. Mais elle disait que c'est à cause de l'argent. Ah oui, après, c'est ça, t'es addict à l'argent dans ce cas-là. Mais il n'y a rien qui empêche quelqu'un qui se sent en cette situation-là de supprimer son compte Instagram, supprimer son compte OnlyFans et d'aller travailler au IGA. Elle pourrait faire ça. Mais tu sais, qu'est-ce que... Si elle a vraiment envie de changer de vie, on va dire, pourquoi continuer de s'exposer? C'est ça. Mais c'est vrai parce que là, on a parlé tantôt... on parlait des scénarios, tout ça, mais ça peut être un scénario, tu sais. Après, je sais pas, j'ai pas parlé de ça avec elle. Personnellement avec elle, donc je ne sais pas, si à quel point. Mais je sais que ça fait longtemps qu'elle parle de vouloir arrêter son OnlyFans. Ok.
si tu as arrêté ton OnlyFans, arrête ton OnlyFans. Il n'y a rien qui te force à continuer de poster du nouveau contenu. Puis toi, qu'est-ce que tu penses Et ça, pareil, c'est un message global. C'est pas juste pour Hélène Boudreau. C'est Non, un message c'est ça, un global. message C'est global. pour toutes les filles. Il n'y a personne qui t'oblige à faire du OnlyFans. Ouais. Tu es solo à travailler sur ta plateforme. Tu es solo à gérer ton compte Instagram, à gérer ton compte Twitter. Il n'y a rien qui t'empêche de supprimer tes comptes si jamais ça ne te convient plus. Ouais. Puis personnellement, personnellement, si tu fais juste, ça c'est mon opinion à moi, là, si tu fais juste comme $500 par 2 mois, comme bro ou femme, parce que ça peut être les hommes puis les femmes qui font ça, comme va au pire, comme tu as dit, va postuler au IGA, man. Tu vas être bien mieux. Chose amusante, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la grosse majorité des créateurs, actuellement il y a plus de 5 ou 6 millions de créateurs sur la plateforme OnlyFans, la grosse majorité font moins de $20 par mois. $20 par mois? La grosse majorité font moins de $20 par mois. Et si jamais tu prends déjà, on va dire, en fait, tu vois ça en termes de pourcentage. Quand tu es top 5% worldwide, tu fais environ $2000 US par mois. Ça veut dire que genre 95% des personnes font moins de $2000 US par mois. Pareil, quand tu es top 10%, tu fais environ, j'essaie de pas dire de bêtises, mais alors quand tu es top 10%, tu fais environ genre $200-300 par mois. Ça veut dire que genre 90% des créateurs font moins de $200 par mois. Man, fait qu'ils sont dans le déficit, là, parce que ça prend des photoshoots et tout ça. Bah ouais, il y en a plein qui sont dans le déficit, oui. Il y en a plein, j'en connais plein qui sont dans le déficit. Ouais. Des gars qui se disent acteurs et au final ils font des allers-retours à Toronto pour faire genre un vidéo. Ça leur a coûté plus cher de gaz que la vidéo va leur apporter. Ils ont dépensé plus d'argent dans l'aller-retour que dans ce que la vidéo va leur apporter. Si on voit ça comme une entreprise. C'est pour ça que je disais que il y a plein de gens qui font ça au final juste pour le fun et fourrer du monde. Ben dans le fond, je pense pas qu'ils le font pour le fun, mais peut-être que parce qu'il est rendu une fois. Non, ils le font pour le fun. Ah ouais? Ils le font pour le sexe. Il y en a plein. Le nombre de gars qui sont dans mes DM qui ont pas de followers, ils ont pas de PP, ils disent je veux être acteur sur OnlyFans. Non, c'est du bullshit. Non, mais c'est vrai, ça, oui, je peux te dire. C'est juste pour essayer de fourrer des filles gratuits. Mais quand même, bro, t'as ces vidéos-là en ligne. Tu peux quand même faire mais pareil, il y en a plein, ils montent même pas leur tête pour cette raison-là. Okay. Moi, justement, je suis anti les créateurs qui montent pas leur tête. Déjà, quand tu montes pas ta tête, pour moi, il y a un truc qui est bizarre, tu vois. Moi, j'avais déjà couché avec une fille qui faisait du OnlyFans, puis là, elle m'avait dit, on va faire une vidéo. Je suis comme, yo, ça marche plus, ça. C'était en quelle année à peu près? C'est l'année passée. Dis-toi, elle peut même pas, parce que quand tu postes une vidéo sur OnlyFans, tu es obligé d'avoir un compte créateur. Et maintenant, depuis récemment, tu es obligé d'avoir un compte créateur vérifié et actif. C'est-à-dire que maintenant, les comptes inactifs se font supprimer sur OnlyFans. Ok, fait que les collabs comme ça marche plus. Ça marche plus. Parce que, et déjà, pareil, le principe d'une collab, une collaboration entre deux créateurs de contenu, si jamais tu n'es pas actif sur la plateforme, c'est pas une collab. C'est pas une collab si t'es pas actif. Une collab, c'est quand tu fais un échange de visibilité. Ouais, exactement. Le gars a de la visibilité, la fille a de la visibilité. Ils font une collab ensemble pour échanger leur visibilité. Si la fille a de la visibilité, le gars n'a zéro visibilité, c'est pas une collab. Ouais. Arrêtez d'appeler ça une collab. C'est quoi alors? Tu fourres la fille gratuite, c'est tout. C'est elle qui a proposé, c'est pas moi. Mais oui, voilà, ça, justement, mettons, si jamais t'étais en relation avec elle. Non, même pas. Ou mettons, par exemple, mais justement, ça c'est complètement stupide parce qu'elle aurait même pas pu poster la vidéo online. Non, c'est ça. Elle aurait même pas. Ou sinon, elle t'aurait demandé de faire signer des papiers, des affaires comme ça. Et souvent, ce qui arrive, c'est que souvent, il y a des filles qui me disent bah là, j'étais en couple avec mon chum, on a fait des vidéos. Okay, et là, ça fait. Et là, on est. Non, c'est pas forcément le scénario. Mais en gros, c'est comment dire. Des filles qui se mettent en couple avec des gars, elle leur crée un OnlyFans. Dès que le gars, au bout de 2 mois, la fille est plus en couple avec le gars, il supprime son compte OnlyFans, la fille perd toutes ses vidéos. Elle a plus rien à vendre. Bravo, t'as tout perdu. C'est vrai, il y a beaucoup de femmes qui C'est pour ça que maintenant, en fait, avec le temps, OnlyFans devient de plus en plus professionnel. Et moi, c'est quelque chose qui m'arrange beaucoup, évidemment. C'est-à-dire que les personnes, les filles, il y a plein de filles qui sont en train d'arrêter OnlyFans aussi. C'est pas parce que OnlyFans, tu fais moins d'argent sur OnlyFans. C'est juste qu'en fait, maintenant, pour faire de l'argent sur OnlyFans, t'es obligé d'être pro. Tu peux plus prendre ça à la légère comme c'était à la période du Covid où tout un compte, tu fais plein d'argent d'une shot et après c'est facile. C'est un gros grind là. Maintenant c'est rendu un gros grind, ouais, parce qu'il y a beaucoup de créateurs. Comme j'ai dit, il y a plus de 6 millions de créateurs sur la plateforme. Pour de vrai, maintenant c'est genre comme si je vois une belle fille, genre comme tu verrais pas vraiment une belle fille travailler au Burger King maintenant là. Genre. Ça parce qu'entre guillemets c'est aussi. Mais par contre c'est une très mauvaise idée de penser que n'importe quelle belle fille peut faire du OnlyFans, parce qu'il y a plein de belles filles qui essayent de faire du OnlyFans. Si elle est mauvaise en communication marketing, comment est-ce que les gens vont la découvrir? Comment est-ce que les gens vont trouver de l'intérêt à aller acheter son contenu?
Exact. Et c'est aussi une des raisons de pourquoi il y a beaucoup de filles, par exemple, qui font des vidéos avec moi quand elles commencent. C'est parce que comme ça leur permet de gagner déjà une certaine popularité, une certaine visibilité dès le début. Là, je parle vraiment pour le monde professionnel et qui sont prêts à se lancer vraiment à 100% là-dedans. Mais oui, non, il y a encore de l'argent à se faire là-dessus. C'est juste que ça demande beaucoup de travail. OnlyFans demande plus de travail qu'une job de 9 à 5 classique quand tu commences. Je pense que c'est comme n'importe Le problème, c'est que les gens sont pas prêts. Là, je te parle vraiment si jamais ton but, c'est de faire un vrai salaire. Là, encore une fois, je te parle pas de quelqu'un qui fait $250 par mois. Je te parle de quelqu'un qui va se faire déjà un $4 000. Tu vois, c'est le salaire moyen au Québec, il me semble, $4 000 par mois. Mais c'est quoi? C'est genre $1,000 par semaine, ça, déclaré? Je sais pas, pour vrai. C'est à peu près ça. Je connais pas le salaire. Il me semble que c'est à peu près ça, tu vois. Le salaire, non, c'est le salaire moyen, le salaire minimum, il me semble que c'est aux alentours de 2000. Par année, c'est genre 45 000, quoi? 45 000. Bon, bref, en gros, ça, c'est déjà. Si jamais tu veux faire un vrai salaire, il faut que tu passes un vrai travail de temps plein dessus aussi, tu vois. Ouais, il faut que tu aies une équipe, même. Non, t'as pas besoin d'une équipe, tu peux être très bien tout seul là. Ouais. Justement, ça c'est une fausse idée de croire qu'il faut une équipe. T'as besoin d'une équipe quand t'es rendu au niveau justement d'une Léa de Plug, d'un Adam Twintook. Là, on parle de personnes qui sont worldwide, tu vois. Quand les filles qui ont des énormes comptes avec comme Sophie Rain qui fait des millions et des millions, là évidemment que t'as une équipe derrière. En dessous de $10,000 par mois, je connais beaucoup de créatrices qui font 10 000, $12,000 par mois, qui sont en solo depuis 5 ans. Elles ont jamais travaillé avec un manager, une agence ou je sais pas quoi, du bullshit. T'as pas besoin d'agence quand t'es sur OnlyFans. Ouais, je comprends. Après, évidemment, si jamais t'es rendu à être genre super connu, là ça peut être intéressant de commencer à essayer de s'entourer avec du monde, tu vois. Ouais. Mais en dehors de ça, du moment que t'es en dessous de ton $4,000 par mois, va même pas dans une agence. C'est la pire idée du monde. Ouais, tu vas faire gober quand même beaucoup d'argent. C'est ça. Alright. J'ai quelques questions pour finir, genre questions quick. Ouais, dis-moi. Ça, c'est hypothèse et futur, OK? Si jamais t'es en couple, t'as un enfant, ta fille a fait du OnlyFans, ça serait quoi ta réaction? Techniquement, ce serait très mal placé que je lui refuse de faire ça. Je saurais même pas comment dire, ça me paraît tellement loin en fait. Je prévois pas d'avoir des enfants dans un futur proche. Je pense que je verrai ça avec le temps, mais je ne connais pas. En vrai, c'est une question qu'on me demande beaucoup. Ouais, si jamais tes enfants feraient ça, honnêtement, j'en ai aucune idée. C'est trop loin pour moi. J'ai pas prévu d'avoir des enfants dans l'immédiat. Si jamais j'ai des enfants dans 25 ans et qu'après elle a 18 ans, c'est-à-dire dans 40 ans, ça se trouve OnlyFans ça n'existera même plus, je saurais pas te dire. J'évoluerai et j'essaierai de l'accompagner du mieux possible dans ses choix de vie, mais je n'ai pas d'avis particulier là-dessus. Mais tu trouves vraiment que ça serait... mais moi, je trouve, entre guillemets, ça pourrait être un peu mal perçu. Même si ça existe. Au Québec, ça existe. Des mères et filles qui font du OnlyFans, ça existe. Ouais, je sais que ça existe, mais je pense pas que... Tu sais, je sais qu'il y a le truc, me disent, moi, parce que moi, je le fais, tu pourras pas le faire. Là, on va dire, mais tu peux pas, t'es misogyne ou des trucs de même. Des fois, moi, j'ai pas dit ça. Non, mais je veux dire, comme les gens vont penser, ils vont te juger à cause que, parce qu'ils vont penser que c'est une femme. J'aurais dit même si c'était un gars, tu comprends? J'aurais dit, est-ce que t'aurais ton gars... Entre guillemets, pareil, c'est en tant que père, t'as envie que tes enfants réussissent et le plus de chances possible de leur vie, de côté dans leur vie. OnlyFans, comme on a dit, t'as 90% des personnes qui font pas d'argent avec ça. Si j'ai envie que mes enfants y réussissent, je préfère qu'ils fassent médecin ou avocat ou je sais pas, ou n'importe quel travail régulier, on va dire, que de faire un pari risqué comme devenir rappeur, devenir influenceur ou devenir OnlyFans girl. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'as beaucoup plus de chances, c'est beaucoup plus risqué que ça marche pas pour elle dans sa vie que ça marche. C'est ça. Et en tant que parent, j'estime que tu veux juste le plus de sécurité possible pour tes enfants. Pour de vrai, je pense que j'ai mon autre invité qui est là, mais je pense qu'on va avoir une partie 2. Sinon, man, c'est quoi, où on peut te rejoindre, tes réseaux sociaux? Shotbyj.com. SHOTBYJEY.com. Puis un mot ou un message que tu pourrais dire aux personnes qui passent un moment difficile, tu sais, qui exemple, une personne qui se fait intimider au secondaire, qu'est-ce que tu peux leur dire? Je pense que la meilleure chose à faire, c'est
essayer de développer sa confiance en soi parce que ça aide beaucoup. Si jamais tu te supportes déjà pas toi-même, tu vas pas aller grand loin dans la vie et ça va pas aller apporter vers du positif. Du coup, le mieux, je pense que tu peux faire, c'est prendre confiance en soi, travailler sur soi-même, peut-être passer aussi plus de temps avec toi-même et te recentrer sur les choses qui sont vraiment importantes. Les choses qui sont importantes, c'est pas l'image que tu as, c'est pas l'image que les autres ont de toi. L'image qui est importante, c'est l'image que toi, tu as de toi-même. That's it, man. Sur ça, merci beaucoup d'avoir... Merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir été là. C'est la fin. Privé, guys, n'oubliez pas de nous suivre dans tous nos réseaux sociaux. Tout est en bas, ainsi que le site web de Jay va être disponible dans la description. Puis, guys, vous savez déjà, si vous voulez... J'allais dire... Non, yo, shout out, man. On se voit la prochaine. J'allais dire, si vous voulez avoir du contenu gratuit, allez sur Google League.